Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les procédures de prévention. Aujourd'hui, je serai accompagné de Vincent Decarrière, de Vincent Gilbert et je ne la présente plus maintenant, Madame Colette Weisman, notre vice-présidente et aussi également responsable du comité prévention et difficultés des entreprises au sein de notre conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA. La prévention des difficultés des entreprises, les procédures de prévention sont au cœur de notre activité professionnelle, avec un début d'année 2023 rythmé par les conflits sociaux, les hausses d'énergie et la nécessité d'être au plus près de nos clients et des entreprises de notre territoire pour éviter la casse. La prévention serait synonyme aussi de dialogue, de consensus, et ça, les deux Vincent sont nettement mieux placés que moi pour en parler avec Colette. Colette, je te laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle introduction, Président. On ne va pas changer les bonnes habitudes avec nos intervenants aujourd'hui. Merci infiniment, encore une fois, de participer, d'être vraiment les partenaires de notre profession, de nous apporter votre savoir et surtout de nous alerter sur cette importance de faire appel à des procédures et être vraiment dans l'anticipation. On va faire comme d'habitude. Vous allez faire votre intervention, vous présentez peut-être en 2 minutes parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas, ce dont je doute, bien entendu. Et je prendrai des questions, je serai votre médiateur, et je vous poserai des questions au fur et à mesure si vous en êtes d'accord. Je pense qu'on a assez papoté. C'est à vous. Alors, bonjour à tous. Merci de nous faire l'honneur et le plaisir de co-animer cette formation sur les procédures de prévention. Donc, Vincent Gilbert, je suis administrateur judiciaire. En 2 mots, les professions d'administrateur et de mandataire judiciaire sont des professions réglementées. Nous intervenons uniquement dans un cadre judiciaire, c'est-à-dire par une décision de justice qui nous désigne pour intervenir, ce qui permet de prévenir toutes sortes de problématiques de conflits d'intérêts, et on est des professionnels libéraux, mais sans clientèle. Donc, nous ne sommes pas fonctionnaires d'État, si certains encore se posaient la question là-dessus. La différence entre administrateur et mandataire judiciaire, elle tient principalement aux procédures collectives. L'administrateur est plus là pour assister le chef d'entreprise dans la gestion de son entreprise, et le mandataire pour représenter l'intérêt collectif des créanciers dans le cadre de la procédure collective. Sinon, il y a un certain nombre de missions, dont celle de prévention, qui peuvent être exercées indifféremment par l'un ou par l'autre. Voilà ce petit rappel sur les professions d'AJMJ, et je laisse la parole à Vincent pour sa présentation et les statistiques. Oui. Bonjour à tous. On nous entend bien, Colette? Écoutez, a priori, je n'ai pas de difficulté. Il y a une personne qui me disait qu'il n'y avait pas de son, mais a priori, ça marche. Bonjour à tous, Vincent Decarrière, ravi d'être parmi vous ce matin et d'être reçu à l'ordre. Effectivement, on est partenaire parce que, à mon sens, dans l'intérêt de l'entreprise, eh bien, naturellement, toute entreprise a besoin d'être accompagnée par un expert comptable. Ça paraît être la base, et lorsque il y a des difficultés, eh bien, il faut savoir comment les traiter, comment les gérer, et parfois faire appel à des professionnels qui sont des tiers de confiance et qui interviennent, comme le rappelait Vincent à l'instant, sous mandat de justice. Alors, je pense que cet atelier, ce thème est parfaitement d'actualité, et même si à la sortie de la crise Covid 2022 a globalement été plutôt une période satisfaisante, on pointe quand même depuis début 2023 une certaine tension dans les relations, une tension dans la trésorerie, une augmentation du nombre de dossiers, des appels un peu plus importants. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui important de pouvoir échanger sur les bons réflexes, l'appel à un ami, si je puis dire. Hein. Je parle de l'expert comptable qui dit écoutez, monsieur, madame Intel, il y a des difficultés, on va faire appel à un ami, un AJ ou un MJ, pour lui demander son avis. Et ce n'est pas parce que déjà on se renseigne et qu'on pose des questions que forcément on doit obligatoirement ouvrir une procédure derrière. Mais je pense que c'est bien de faire l'effort quand on a ce qu'on appelle une crise de liquidité à venir, de se poser la question de savoir vers quoi on peut aller pour essayer d'optimiser et d'utiliser des leviers. Avec Vincent, on va vous parler dans un premier temps un petit peu de la technique, mais je sais que
Pour certains points, on avait déjà fait des ateliers, donc dans certains points, ils sont connus. Donc, on se permettra peut-être de passer un peu plus rapidement sur certains aspects de la présentation, même si vous disposerez de l'ensemble des slides, bien évidemment. Et on tiendra pendant le timing qui nous est donné ce matin, sous le contrôle de Colette, à vous donner aussi des exemples concrets de ce que l'on peut obtenir. Il n'y a aucune automaticité dans ces procédures-là. Ça reste de la négociation, ça reste de la confiance à avoir avec les créanciers et ça reste également avoir des documents financiers, comptables à jour avec des prévisions et une présentation à mettre en avant pour permettre de convaincre derrière et de garder la confiance des partenaires. Puisque, comme on le verra tout à l'heure, bien souvent, on change d'interlocuteur. Je parle notamment au niveau des banques, on change d'interlocuteur lorsque on est face à des difficultés. Alors, quand je disais que le sujet est à propos, sachez quand même que dès l'année 2022, pour lequel bon nombre de commentateurs estimaient que cette année était quand même, à la sortie du Covid, une année plutôt satisfaisante. On avait noté, nous, les professionnels, une reprise de la défaillance. Mais ce qu'on a surtout noté, c'est qu'il y a eu 7225 procédures dites de prévention, ce qui est un record depuis que ces procédures existent. Début des années 80, pour information. Donc, depuis ces années-là, le record donc, est atteint en 2022 avec 7225 nouvelles procédures ouvertes en France. Donc, on est quand même sur un outil qui a été beaucoup utilisé et qui va l'être utilisé, à mon avis, en 2023. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de connaître ce système. Ce qui est plutôt bon signe. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les gens qui les accompagnent, les experts comptables, les avocats, sont très attentifs et sont plutôt en amont et en prévention. Oui, le message commence à passer. Vous avez raison, Colette, sur cette appréciation. On commence à démocratiser, si je puis m'exprimer ainsi, ces procédures. Surtout que je vais vous donner un deuxième chiffre qui est important. On a parfois tendance à penser, parce qu'on entend parler des dossiers comme Orpea, comme Accor, on a toujours tendance à penser, comme la Provence, on a toujours tendance à penser que ce sont des dossiers importants avec des flux financiers importants. Or, la réalité du terrain est totalement différente. La réalité du terrain, c'est que les procédures de prévention à 65% touchent des entreprises qui n'ont pas de salariés. À 18% sur 2022, à 18% des entreprises entre 1 et 10 salariés et à 12% des salariés entre 11 et 50 salariés. Ce qui veut dire que les 3/4 des ouvertures des procédures de prévention concernent des entreprises de moins de 10 salariés. C'est important quand même de le savoir et de se dire que c'est une procédure assez populaire au sens du sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter à l'ensemble des entreprises et à l'ensemble des clients que vous suivez. Bien évidemment, moins vous en aurez, mieux ce sera, mais il faut avoir à l'esprit que nos pratiques, Vincent, moi-même et l'ensemble de nos confrères qui interviennent sur la région, c'est de savoir travailler aussi pour des entreprises de petite taille. Et par rapport à la réflexion de Colette, au commentaire de Colette, il y a deux points de manière de voir, à mon sens, la détection et la prévention. Soit de manière volontaire et réfléchie, travailler avec son expert comptable, avec son avocat quand il en a besoin. Et ça, c'est en général le meilleur moyen de réussir. Un chiffre, 80% des procédures de prévention aboutissent à un résultat, c'est-à-dire à un accord. 80%. Et dans ces 80%, je pense que ceux qui sont accompagnés avec un expert comptable qui a détecté la difficulté au bon moment ont des chances quasiment d'arriver au résultat absolu. On le voit au quotidien dans nos cabinets et c'est important d'avoir cette donnée à l'esprit. Quand c'est volontaire, que c'est maîtrisé, que c'est réfléchi, eh bien, on a cette prévention qui a quasiment toutes les chances de réussir. Et il faut savoir aussi, même si ce n'est pas l'objet de ce thème ce matin, qu'il y a parfois des convocations qui sont effectuées par le tribunal via les juges des préventions, qui, eux, détectent un certain nombre de signaux et qui convoquent vos clients. Alors, c'est vrai que pour des clients qu'on n'a plus vus et dont on n'entend plus parler, ou qui sont des gens, on imagine, qui ne payent pas toujours et puis qui ont toujours des bonnes excuses pour ne pas vous donner les éléments, voilà. On peut comprendre que ces clients-là, malgré les diligences des uns et des autres et les efforts, on peut comprendre que
on n'arrive pas à les suivre au jour le jour. Par contre, pour les clients, je dirais qu'ils sont clairement dans un esprit de suivi, dans un esprit de fidélité et de confiance. Voilà, je trouve que ça marque mal, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas très jolie, mais ça marque mal de se faire convoquer par les juges avant même qu'on ait fait la démarche au sein même de l'entreprise. Donc, attention à ce point-là. N'hésitez pas à dire à vos clients, si on ne va pas consulter l'un ou l'autre, pour déjà lui demander son avis et échanger. Avec une visio, ça prend un quart d'heure, une demi-heure, c'est très simple. Certains d'entre vous le font. Eh bien, si on n'a pas ces bons réflexes-là, on peut avoir le risque de se faire convoquer par les juges de la prévention, qui sont demeurant en général des gens très sympas ou des anciens chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise ou des experts comptables, mais qui n'ont pas le même rôle quand même que lorsqu'on se voit autour d'une table comme ici et où on échange entre professionnels avec le client. Il n'y a pas le cadre judiciaire qu'il y aura forcément dans le cadre de l'enceinte du tribunal. Mais parfois, c'est nécessaire. Donc, bien évidemment, tous les systèmes doivent coexister. Voilà pour ces petits propos introductifs. Je laisse Vincent peut-être prendre la main sur la… Oui, sur les procédures de prévention. Donc, les deux plus connus, évidemment, sont le mandat ad hoc et la conciliation, mais on reviendra sur le détail, les différences entre chacune d'elles. L'idée avec cette formation, c'est que vous puissiez vous dire à un moment donné à quel moment je peux ou je dois conseiller à mon client d'orienter ou de lui proposer d'aller vers ses missions de mandat ad hoc ou de conciliation en raison des difficultés qu'il rencontre. Donc d'abord, c'est qui est éligible à ces procédures? Ben, beaucoup de monde en fait, hein. Donc évidemment les sociétés commerciales, mais également les entrepreneurs individuels, profession libérale ou pas, hein, mais comprises dedans. Les agriculteurs, les associations et également les sociétés civiles, typiquement des SCI. Donc, en fait, on va dire tous les acteurs du monde économique au sens large sont éligibles à ces procédures de prévention, donc, qui dépendent du président du tribunal, donc principalement du tribunal de commerce pour tout ce qui relève de l'activité commerciale, société commerciale, entrepreneur individuel, et du tribunal judiciaire pour les associations, les sociétés civiles et les professionnels libéraux réglementés, comme par exemple les avocats. Donc ça existe aussi, je le dis, pour les associations, parce qu'on a des associations qui sont des véritables entreprises, voire des PME. Il faut savoir que ces procédures-là sont également ouvertes aux associations, simplement elles dépendent du président du tribunal judiciaire. On reste quand même dans un cadre judiciaire, mais très light, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audience au tribunal, c'est uniquement le président du tribunal qui ouvre la procédure de mandat ad hoc et de conciliation dans un cadre confidentiel. Donc, sur le mandat ad hoc, donc, qui est la première procédure de prévention, qui est définie par quelques articles dans le Code de commerce, L611.3 et d'autres articles réglementaires. C'est donc une procédure préventive et confidentielle. Et préventive, alors même si le texte ne le précise pas en tant que tel, mais normalement, on considère, et la pratique, notamment des juridictions, considère que ne sont pas éligibles les entreprises qui sont en état de cessation des paiements pour demander l'ouverture d'un mandat ad hoc. Bon, moi, je le précise, on va peut-être pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais que c'est pas forcément prévu dans le texte. Donc, si c'est pas prévu dans le texte, a priori, rien n'interdit de le faire, mais c'est en pratique la conduite des présidents du tribunal qui refusent d'ouvrir des mandats ad hoc quand une entreprise est en état de cessation des paiements. Alors, sur l'état de cessation des paiements, on ne va pas le développer dans le détail aujourd'hui parce que ça fait l'objet d'un volet d'une prochaine formation la semaine prochaine. Je crois que c'est l'épisode 1. Simplement, pour vous donner aussi un aspect pratique, donc il y a un formulaire qui est à remplir pour demander l'ouverture du mandat ad hoc. Bien souvent, ça dépend des tribunaux, ça dépend des présidents de tribunal. Ils demandent également des fois une attestation de l'expert comptable que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours. Alors cette attestation, elle n'est pas non plus prévue dans les textes. Voilà, ça ne fait pas partie des documents habituels. Donc la question est, est-ce qu'il faut fournir l'attestation ou pas? Moi, je dirais il faut être vigilant là-dessus, puisque si on atteste, c'est quand même la signature et la crédibilité du professionnel qui va signer l'attestation qui est engagée. Moi, je considère que c'est plutôt au président du tribunal d'apprécier, au regard de la situation économique de l'entreprise,
si elle est en état de cessation des paiements ou pas, et évidemment, si possible, que ce soit partagé en amont entre l'entreprise, son conseil, son expert comptable, voire son avocat, et le mandataire ad hoc ou conciliateur pressenti. Je laisserai Vincent peut-être développer ensuite la conciliation. Je vais terminer sur le mandat ad hoc. Donc, on parle de procédure amiable aussi, puisque le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise. Voilà, il n'est pas dessaisi, c'est lui qui conserve les pouvoirs, la capacité d'embauche, de signer des contrats, de licencier du personnel s'il faut licencier, de procéder au paiement auprès de la banque. Voilà, il reste le maître à bord. Il n'y a pas de dessaisissement, le mandataire ne se met pas à sa place, même partiellement, et mandataire ad hoc, il reste en recul, il n'intervient pas dans la gestion de l'entreprise. Les conseils aussi habituels de l'entreprise restent évidemment en fonction, et notamment l'expert comptable. L'intérêt, c'est aussi, d'un point de vue pratique, qu'on ait un historique aussi sur la relation entre l'entreprise, son expert comptable, les chiffres, l'évolution, et d'avoir accès à ces données-là, puisque dans le mandat, avant de s'attacher au traitement des difficultés qui ont été identifiées, c'est de pouvoir poser un diagnostic sur la situation de l'entreprise. Alors, en pratique, comment ça se passe? En pratique, on vient nous consulter, je dis nous, administrateurs ou mandataires judiciaires, à l'initiative soit du chef d'entreprise, soit plus souvent quand même par l'intermédiaire de ses conseils, parce qu'on envisage un mandat ad hoc ou une conciliation. Donc, on vient rencontrer un professionnel, on vient exposer quelle est la situation de l'entreprise, les principaux chiffres, les difficultés qu'ils ont identifiées, est-ce qu'elles sont d'ordre économique, on a un problème de rentabilité, d'ordre financier, de conflit d'associés également qui peut rentrer dans ce cadre-là. Et voilà, le mandataire qui est consulté fait part de son analyse de la situation, et également lieu de sa vision, voilà, comment il envisage ensuite de traiter le dossier, puisque le mandataire ad hoc et conciliateur, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre en fait des négociations qui vont débuter une fois que la procédure est ouverte. Donc ça permet voilà, de cibler déjà, de faire un tout premier diagnostic de la situation, de mettre en place une stratégie et voir si le dirigeant adhère aussi à cette stratégie ou pas, parce qu'on peut considérer que finalement, il n'y a pas ça ne matche pas, ou il n'est pas d'accord sur la stratégie qui est proposée. Et ensuite, de démarrer la mission en allant voir le président du tribunal et en exposant à nouveau, mais là, cette fois, c'est évidemment sans l'administrateur ou mandataire judiciaire qui a été consulté, pour lui exposer la situation de l'entreprise, d'où la question de l'état de cessation des paiements, il y a état de cessation des paiements ou pas, voilà, quel est l'état des dettes. Donc, le préalable, quand même, je le rappelle, c'est d'avoir une comptabilité à jour. Bon, non, mais ça va mieux en le disant parce que quelquefois, ça nous arrive d'avoir simplement la dernière situation du bilan qui date d'il y a 18 mois. Bon, en termes de visibilité, évidemment, on peut faire qu'une analyse partielle. Évidemment, souvent, c'est pas, je dis, hein, c'est pas la faute de l'expert comptable, mais c'est aussi aux dirigeants de prendre conscience que la comptabilité, ça reste un outil nécessaire, obligatoire d'ailleurs, puisque c'est une obligation du Code de commerce, dans la gestion de son entreprise, et c'est un véritable support pour démarrer la procédure. Si on n'a pas de comptabilité à jour et qu'il faut la remettre à jour, ben, malheureusement, des fois, on perd 3-4 mois au début de la procédure pour simplement avoir la visibilité pour savoir où on en est sur l'exploitation de l'entreprise, l'état de ses dettes, c'est échu ou c'est pas échu. Donc voilà, des fois, malheureusement, comment on démarre le mandat ad hoc, c'est simplement, on reste en retrait parce qu'on n'a pas de visibilité sur la situation comptable et financière de l'entreprise. Le mandat, c'est une procédure ouverte par le président du tribunal qui n'est pas limitée dans le temps. Enfin, les textes ne prévoient pas de limite dans le temps. En pratique, elle est souvent ouverte, cette mission, pour une durée de 4 mois, qui est renouvelable ad vitam. Après des missions qui s'éternisent sur des durées plus longues, mais après, ça peut arriver que ça s'étale sur 1 an, 18 mois, en fonction de la complexité du dossier. On peut basculer ensuite sur une procédure de conciliation. Donc, l'avantage du mandat ad hoc, c'est qu'on n'est pas limité dans le temps. Il peut être renouvelé successivement sous réserve de l'état de cessation des paiements et surtout sous réserve que la situation de l'entreprise ne se dégrade pas, c'est-à-dire qu'on ne génère pas de nouveaux passifs au détriment des créanciers, parce que ce passif-là, c'est de nouvelles dettes qui sont constituées. Il faudra bien les rembourser à un moment donné. Donc, voilà peut-être sur le cadre général du mandat ad hoc. Je ne sais pas si Vincent, tu voulais rajouter quelque chose sur le mandat. Oui. Une petite question qui intéresse nos participants, c'est le coût.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner une fourchette de coût sur un mandat ad hoc ou est-ce que ça dépend vraiment à chaque fois de, j'allais dire presque, vous allez faire un devis? Voilà. Alors, le principe, effectivement, c'est le devis, enfin, qui est d'ailleurs obligatoire, puisque pour l'ouverture du dossier, quand vous allez voir le président du tribunal, il faut prévenir donc, la requête, le formulaire, un certain nombre de pièces comptables et administratives de l'entreprise, et également la proposition d'honoraires acceptée par le dirigeant, donc proposition d'honoraires du mandataire ad hoc ou conciliateur pressenti. On se met d'accord déjà, sur le périmètre de la mission qui est défini avec le chef d'entreprise, voilà, quelle est l'étendue des négociations, avec qui on va négocier dans le cadre du mandat, en fonction de cette mission-là, de la situation aussi de l'entreprise et des données auxquelles on aura accès, on établit une convention d'honoraires, donc qui en pratique se base sur un honoraire au temps passé, des fois, pas tout le temps, un honoraire de résultat qui peut être prévu en fonction des circonstances. Et dans tous les cas, il y a un plafond qui est prévu au démarrage de la mission. Dès le début, le chef d'entreprise sait au maximum combien ça va lui coûter et quels sont les leviers dont il dispose, sachant que la rémunération, donc il y a cette convention d'honoraires au départ, et à la fin de la mission, elle est arrêtée par le président du tribunal, le dirigeant étant pas nécessairement, mais souvent consulté avant qu'elle soit arrêtée par le président du tribunal, avec la possibilité de contester si jamais il n'est pas d'accord, si jamais au final il n'est pas d'accord sur le montant de la rémunération, ce qui reste quand même assez rare en pratique. Donc ça, c'est pour les honoraires du mandataire ad hoc et conciliateur. Après, il y a les honoraires des autres intervenants, enfin l'honoraire de l'expert comptable qui poursuit sa mission parce qu'il fait la révision des comptes et ou la saisie comptable ou la mission du commissaire aux comptes qui se poursuit. Voilà, ça reste la chambre des charges courantes de l'entreprise. En fonction je dirais, de la situation de l'entreprise, la complexité des procédures, on peut demander effectivement des travaux complémentaires, notamment l'expert comptable, un prévisionnel de trésorerie, un prévisionnel d'exploitation, sur quelle durée. Est-ce que c'est l'expert comptable d'entreprise? Est-ce que c'est un tiers indépendant? On en parlera tout à l'heure qui intervient pour réaliser ce qu'on appelle un IBR. Voilà, ça, c'est des coûts qui peuvent se rajouter en plus sur la procédure. L'intervention d'un avocat, là aussi, en fonction, je dirais, de la complexité de la mission et des négociations qui sont menées. Si à la fin, il faut rédiger un protocole, une complexité particulière. Après, en pratique, on s'adapte aussi évidemment à la situation de l'entreprise. On n'a pas les mêmes honoraires pour une TPE de 5 salariés que pour une PME de 50 ou plus de personnes. Les enjeux sont pas forcément les mêmes, même si on pratique des fois sur des petites entreprises, la complexité, elle est quand même là et il n'y a pas forcément l'environnement juridique à côté pour épauler le chef d'entreprise. Voilà, il n'y a pas forcément de conseils qui est susceptible d'intervenir avec lui là-dessus. Donc, ça peut être des missions qui restent quand même assez lourdes. D'accord, là j'ai une petite question là pour un dossier type 80, 100 K € de chiffre d'affaires. Est-ce que on peut avoir une idée du prix ou pas du tout? C'est vraiment en fonction de la mission et pas vraiment, j'allais dire, du chiffre d'affaires. Alors, ça dépend pas que du chiffre d'affaires parce que… Ça dépend de l'objet de la mission en fait. Typiquement, voilà, si on prend par exemple une société holding qui n'a pas de chiffre d'affaires, par peut-être des management fees, mais qui a fait un emprunt LBO pour financer des dettes d'acquisition et on renégocie la dette LBO, le bon curseur, ce n'est pas le montant du chiffre d'affaires, c'est le montant de la dette qui est renégociée. Après, si on est sur une entreprise, on va dire commerciale classique qui fait 80 000 ou 100 000 € de chiffre d'affaires, un endettement qui va être bancaire, peut-être un découvert, une facilité de caisse, un petit crédit de 15 000, une facilité de caisse de 10 000 €. Bon, c'est des coûts, on va dire, entre 1 500 et 3 000 € d'honoraires. Voilà. Après, c'est adapté voilà, en fonction de quelle est la difficulté qui est rencontrée, quel est l'objectif de la mission. Est-ce qu'il faut simplement négocier avec la banque? Est-ce qu'il faut négocier avec le Trésor public ou l'URSSAF? Est-ce qu'il faut négocier avec le bailleur? Est-ce qu'il faut négocier avec tout le monde? Voilà, donc c'est sûr que s'il faut négocier tout azimut, l'enjeu est pas le même. C'est plus sur la mission. Sur les honoraires, je vais rajouter quelque chose, mais allez-y, si c'est une question qui allait dans le même sens. Non, c'était une autre question, donc allez-y. Oui, merci Colette. Dans le complément donc, de ce que l'a indiqué Vincent, que je partage, il faut avoir quand même à l'esprit que les honoraires dans le cadre d'une procédure amiable, peut-être que je reviendrai dans quelques instants sur la partie conciliation, mais il y a effectivement le professionnel qui intervient.
Alors, comme l'exemple qui nous a été donné tout à l'heure, une boîte qui fait entre 80 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, effectivement, on peut se poser, sous réserve que ce ne soit pas une holding, hein, mais effectivement, on peut se poser la question de savoir si elle pourrait assumer les coûts d'une procédure globale. Et moi, ça peut m'arriver de recevoir une entreprise avec son expert comptable, son conseil, et après discussion, de leur dire, ben, vous faites ci, vous faites ça, vous écrivez à telle personne, je vous recommande de viser telle chose, et puis vous pouvez vous débrouiller sans moi. Enfin, il y a parfois des affaires où on dit, c'est pas la peine même de dépenser 1000 ou 1500 ou 2000 euros, ça va vous faire toujours 2000 euros à dépenser. Nous, c'est des dossiers aussi qu'il faut ouvrir. On est une profession réglementée, donc on a des répertoires, un contrôle de commissaire aux comptes. Enfin, bon, bref, c'est quand même beaucoup de travail et c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, c'est compliqué de pouvoir continuer à travailler. Et on a aussi ce réalisme, ce pragmatisme économique de dire, mais faites ci, faites ça, vous avez votre expert comptable et vous pouvez avancer. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais les PGE inférieurs à 50 000 euros, on peut directement les négocier avec le médiateur du crédit et on n'a pas besoin d'avoir l'assistance d'un conciliateur, par exemple. Donc ça, c'est un point important sur les petits dossiers sur lesquels je voulais revenir. Sur les honoraires, de manière générale, attention. Attention, un point de vigilance. Car certes, aujourd'hui, nous, on est là pour parler entre nous et de se dire tout ce qu'on a à se dire, notamment sur nos honoraires, nos pratiques ou autres. Mais lorsque vous aurez à conseiller à vos clients d'aller sur une procédure préventive, ce n'est pas que les honoraires du conciliateur ou du mandataire ad hoc qui seront à budgétiser dans cette intervention. Je m'explique. Si, et c'est l'objet même de cette procédure, on arrive sur une solution qui permet de protocoler, qui permet de trouver une solution dans le temps, de rééchelonner les dettes. Alors, je ne parle pas avec l'URSSAF d'obtenir un moratoire avec l'URSSAF entre 18 et 36 mois, qui est un document qu'ils nous envoient et qu'on contresigne, et ça, c'est relativement simple. Mais lorsque vous avez une renégociation qui implique d'avoir une discussion avec les crédits bailleurs, avec les banques, vous rentrez dans des protocoles qui peuvent être un peu plus complexes à rédiger, et là, nécessairement, il y aura le coût de l'intervention d'un avocat. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur, sauf cas exceptionnel, ne sont pas là pour rédiger les protocoles qui sont issus de ces procédures. Si bien qu'il y aura un coût à prévoir là-dessus. Est-ce qu'on connaît un avocat? Est-ce qu'on en a déjà un? Et peut-être se renseigner sur un devis global pour la procédure, premièrement. Deuxièmement, il n'a échappé à personne que le coût de l'argent a augmenté. Et donc, lorsqu'on renégocie aujourd'hui les prêts, PGE y compris, les banques revoient le taux d'intérêt. On passe en général j'ai encore eu cette semaine quelque chose d'un peu extrême, mais on passe de 1,25 à 6%. Donc, on va discuter, mais c'est juste pour vous dire que si on demande 2, 3, 4, 5 ans d'allongement, on peut repartir sur des taux d'intérêt relativement lourds par rapport à ce que l'on avait. Et enfin, troisième point, on a les frais que les banques demandent pour la renégociation du contrat. Donc, je m'explique, il y a le conciliateur, l'avocat, quand en général, s'il n'y a pas d'avocat, moi je préconise quand même d'en prendre un au moment du protocole. C'est peut-être pas la peine de trop charger la situation avant. Et le taux d'intérêt qui peut bouger et les frais bancaires. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de savoir si Maître Gilbert, Maître de Carrière ou les autres de la place vont pratiquer sur des petits dossiers, 1000, 1500, 2000. Bon. Nous, on sera toujours pragmatique, on fera toujours les efforts et on ne poussera pas la consommation. Mais sachez quand même que c'est un mécanisme qui nécessite quand même un certain nombre de technicité et qui a un coût qui est lié à la renégociation que notamment appliquent les banques. Et je prends l'exemple, moi, d'une entreprise qui assez important, de taille intermédiaire, mais qui avait beaucoup de matériel en crédit bail, puisque c'est son objet de mettre à disposition du matériel avec chauffeur. Eh bien, on avait une cinquantaine de contrats et au début de la négociation, après 5 mois de conciliation, quand on approchait de la date fatidique, on a été sur le point de trouver un accord, mais on nous a annoncé 1500 € par contrat de frais par contrat, par avenant. Donc, vous imaginez quand on multiplie ça par 50. Bien évidemment, il y est rentré une deuxième conciliation, c'est-à-dire une négociation dans les prix que les crédits bailleurs voulaient imposer. Et c'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment avoir une vision globale
de ce coût et des frais qui sont liés à la restructuration. Alors, Colette, peut-être la question suivante. Oui. Est-ce que le mandat ad hoc peut être utilisé pour régler des sommes dues dans le cadre d'un recouvrement de dette sociale, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La réponse est claire. Oui. Il y a, sous la réserve de l'état de cessation des paiements, comme le rappelait Vincent tout à l'heure lors de sa présentation, le mandat ad hoc. Très bien. Alors, est-ce que vous avez l'intention, pardon, de donner un cas concret de la teneur de l'accord d'un mandat ad hoc? Est-ce que vous l'avez prévu ou pas? Oui, c'est prévu. Donc, juste pour revenir sur la question du contrôle, donc effectivement, on peut négocier des délais, voire des remises, mais de façon générale, sur le mandat et la conciliation, on reste sur un principe de négociation. Donc, plus on intervient en amont, je dirais, dans le contentieux ou dans le litige qui peut opposer l'entreprise avec son créancier, qu'il soit public ou privé, sa banque, son bailleur, plus on a de chances d'obtenir un succès. Quand on arrive et que ça fait déjà, par exemple, si on reprend l'exemple du contentieux ou contentieux fiscal, si on arrive alors qu'il y a déjà 3 décisions judiciaires, on est passé au Conseil d'État, la société s'est fait condamner de tous les côtés sur un redressement fiscal avec les majorations, ça dure depuis 10 ans, des tentatives d'exécution du Trésor public, et qu'on arrive pour nous demander la remise des pénalités avec des délais parfois très longs, ça ne peut pas marcher. Enfin, voilà, on ne peut pas déjà, garantir le résultat qu'on va obtenir. Ça dépend, de la situation de l'entreprise, aussi de la situation et de l'état d'esprit de la partie avec laquelle on va négocier. Est-ce qu'elle est plus ou moins ouverte dans la négociation? Et si on arrive sur une situation très dégradée en fin de course, c'est très compliqué d'inverser la vapeur pour faire entendre parfois même raison, parce que ce n'est pas forcément dans son intérêt en tant que créancier de refuser des délais. Si l'entreprise n'est pas en mesure de les payer, derrière, c'est l'ouverture d'une procédure collective. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. On ne peut pas se dire on rentre en mandat en conciliation et on va obtenir des remises et passer à la moulinette l'ensemble des créanciers. Ça peut pas marcher comme ça. Il y a une autre question, Colette? Non, pas pour le moment. Ok, merci. Donc, la conciliation, Vincent? Ou tu voulais compléter quelque chose sur le mandat ad hoc? Non, mais vas-y, sur la conciliation. Après, de toute façon, sur la teneur de l'accord, ce sera la même chose, mandat ad hoc et conciliation. Oui. Mais... Tout à fait. Oui, après, je vais exposer pendant quelques minutes les contours de la conciliation dont beaucoup d'entre vous connaissent déjà le fondement et l'objectif. Mais ce qui est important, notamment dans ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, c'est vraiment de constituer l'équipe dès le début. Donc, que ce soit pour un mandat ad hoc ou pour une conciliation, l'idée est de partir sur une équipe qui se connaît en termes d'échange d'informations et de manière de travailler, et que le dirigeant, bien évidemment, sente que le conciliateur qui pourrait être proposé au président du tribunal de la juridiction dont on dépend, eh bien, pourrait être l'homme ou la femme de la situation, bien évidemment, compte tenu des échanges qu'il y a eu. Et donc, ayez à l'esprit, lorsque vous parlerez de ces procédures à vos clients, je vous propose d'aller voir Maître Gilibert. Et si pour différentes raisons, vous n'avez pas le feeling, vous n'avez aucune obligation de travailler avec Maître Gilibert, et vous verrez ce qu'il vous dit. Et puis, vous pourrez aussi demander à une autre personne ce qu'il en pense. Donc, il y a vraiment la totale maîtrise du processus de la part du chef d'entreprise que vous accompagnez. Et ça, c'est vraiment important lorsque celui-ci doit faire sa décision en disant bon, on attend encore un peu, on verra si le prochain trimestre, ça ne passe pas, OK, on ira. Et souvent, ça, c'est peut-être le trimestre de trop ou l'attente de trop. Donc, ne pas hésiter à commencer à établir une relation de travail, mais de confiance. Et de préparer aussi le dirigeant, lorsque c'est possible, à la réalité du terrain. C'est-à-dire que bien souvent, il y a quand même un principe de déni, même lorsqu'on est un chef d'entreprise averti, même lorsqu'on pense qu'on va pouvoir avancer. Et moi, souvent, je compare la restructuration au travers d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation versus avoir recours encore à de l'emprunt et donc de financer sa restructuration par de l'endettement supplémentaire. Moi, je trouve que l'exercice a parfois atteint ses limites, et on l'a vu notamment avec cette crise Covid et la sortie de la crise Covid, avec parfois des situations d'endettement qui sont lourdes
et que l'on récupère derrière sur le plan judiciaire dans des situations peu favorables, avec quand même aujourd'hui une accélération, vous devez aussi l'entendre, une accélération des procédures dites collectives devant les différents tribunaux, mais que lorsque l'on regarde réellement ce qu'il en est, on a beaucoup de liquidations judiciaires immédiates. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, soit on prend le train en marche au travers d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. Si on parle réellement de difficultés économiques, à mon sens, en général, ce qui est plus adapté, c'est une conciliation. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Et soit on prend le train en marche et on ne loupe pas la marche, si je puis m'exprimer ainsi. Mais si on attend trop et que notamment on a recours encore à de l'endettement, que ce soit du court terme ou du moyen terme, eh bien, on prend le risque quand même de se retrouver dans une situation irrémédiablement compromise, qui est une situation postérieure encore à la cessation des paiements, c'est-à-dire que malgré la crise de liquidité, aujourd'hui, quel que soit le prévisionnel que l'on bâtit, quels que soient les plans commerciaux qui sont mis en place, on ne pourra pas rembourser la dette. Donc, ça, tu veux préciser quelque chose sur le choix du mandataire et conciliateur, parce que c'est effectivement un sujet qui revient régulièrement. Effectivement, vous avez une libre possibilité de proposer la désignation de tel ou tel administrateur ou mandataire judiciaire. Des fois, ça peut présenter un intérêt au-delà de mettre en concurrence sur la proposition d'honoraires, mais se dire pour tel type de mission, je vois plus un tel qu'un autre. Enfin voilà, ça peut rentrer en ligne de compte. Il faut aussi qu'il y ait un feeling qui passe avec le chef d'entreprise, parce que des fois, ce qu'on compte, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est compliqué quand même de démarrer un mandat ou une conciliation, alors que manifestement, le courant ne passe pas, parce qu'il y a besoin d'avoir quand même une relation de confiance avec le chef d'entreprise. Après, ce n'est qu'une proposition qui est faite au président du tribunal. Donc, le président du tribunal a la possibilité de ne pas suivre la proposition. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Enfin, voilà, sur certaines juridictions, c'est pas suivi. Donc, il faut aussi le savoir, parce qu'on peut venir avec la proposition d'un tel, a priori, c'est bien passé, il y a un accord sur la convention d'honoraires, on est d'accord sur la stratégie, le courant passe bien, et finalement, voilà, le chef d'entreprise voit imposer à notre mandataire ad hoc conciliateur qui était celui pressenti. Voilà, donc, savoir que ça peut exister. Une petite précision, est-ce que tout type d'entreprise agricole, URL, SAS, sont éligibles au mandat ad hoc? Oui, alors agricole, il faut aller devant le tribunal judiciaire, mais pour tout le reste, tout ce qui a été cité, c'est tribunal de commerce. Oui, toutes les structures, les GAEC, voilà, c'est éligible. Alors, sachant que particularité pour les entreprises agricoles, il y a le règlement amiable agricole qui existe, enfin, qui est l'équivalent de la conciliation, mais spécifique aux entreprises agricoles. Et donc, c'est prévu dans le code rural et qui est une procédure qui est obligatoire quand le créancier assigne une entreprise agricole en procédure collective, que ce soit redressement ou liquidation judiciaire. C'est un préalable obligatoire où là, cette conciliation, mais en fait, qui prend le nom de règlement amiable agricole, est imposée. Et donc là, il n'y a pas de proposition d'honoraires, on est désigné directement par le tribunal judiciaire pour une procédure de conciliation. En pratique, c'est souvent en fait avec la MSA qui se retrouve à assigner les agriculteurs en nom propre ou via une société d'exercice, qu'on peut être désigné dans ce cas de figure-là pour essayer de négocier des délais. Voilà. Donc, après, la matière agricole, c'est un environnement un peu spécifique, voilà, avec ses codes, ses intervenants particuliers. Mais il y a beaucoup de dispositifs qui existent quand même pour aider les entreprises agricoles. Donc, on peut très bien avoir une micro-entreprise, par exemple. Oui. Très bien, merci. Et Alors, pour les assos, pardon? Les assos, c'est pareil. Pareil. Il n'y a pas de restriction. D'accord. Mandat ad hoc, conciliation ouvert. La seule particularité, c'est ce que vient de rappeler Vincent dans la matière agricole. D'accord, donc avec ce règlement amiable. Association et secteur non marchand, TGI. Oui. Pas commerce. Oui. Très bien, merci. Donc là, pour poursuivre la conciliation, vous verrez donc sur le slide qu'on a préparé avec Vincent, la conciliation, donc on vous rappelle le cadre légal. Bon, sans grande surprise, hein, c'est sur la désignation par le président du tribunal de commerce. Donc, rappelons qu'une convention doit être signée au préalable entre l'entreprise et le conciliateur pressenti.
Là, on peut être en état de cessation des paiements, mais pas au-delà d'un délai de 45 jours. Donc, ça laisse quand même un champ d'intervention beaucoup plus large, hein, puisque le mandat ad hoc, comme vous a rappelé Vincent, même si ce n'est pas écrit dans le texte, la pratique, c'est que c'est une procédure qui est utilisée lorsqu'il n'y a pas d'état de cessation des paiements. Donc là, on rentre, de mon point de vue, avec la conciliation, qui est une procédure, moi, que je pratique un peu plus parce que, vous allez le voir, je la trouve plus adaptée quand même au règlement des difficultés d'une entreprise. Le mandat ad hoc, ça serait plus, à mon sens, de négocier entre associés, de négocier la fin d'un contrat qui pourrait avoir des incidences commerciales ou financières, et donc financières sur l'entreprise, mais sans se retrouver en état de cessation des paiements. On essaie de négocier, on amène un tiers de confiance et on essaie de mettre en place une stratégie. La conciliation, c'est une procédure qui est quand même plus typée difficultés financières à venir, et donc besoin de se restructurer, besoin d'avoir un tiers aussi de confiance nommé par le président, qui intervient aux côtés de l'expert comptable, qui tient informé le commissaire aux comptes dans le cadre de ses fonctions, et bien évidemment qui est à l'écoute du chef d'entreprise pour l'accompagner dans cette situation complexe. Bien évidemment, on se situe quand même si on est en état de cessation des paiements ou pas, dans un délai de 45 jours, mais on se situe quand même dans une situation, de mon point de vue, où l'entreprise dégage du cash flow d'exploitation. Hein. On a une impasse de trésorerie à venir ou pressentie, mais on reste quand même dans une situation où la situation n'est pas compromise, et bien évidemment, l'entreprise continue à vendre, l'entreprise continue à encaisser, et on a des flux de trésorerie, bien évidemment, qui sont en place. Je dis ça parce que parfois, dans la précipitation ou dans l'envie de réussir, on est consulté sur des dossiers où l'entreprise a cessé toute activité depuis 6 mois, on est sur une fin de vie, et on croit pouvoir, au travers d'une conciliation, parfois négocier un certain nombre de moratoires avec des créanciers, notamment bancaires, pour essayer, avec ce qu'il resterait en trésorerie, une sorte, si vous voulez, de liquidation amiable au travers d'une conciliation. C'est en général pas possible de procéder de la sorte. Il y a toujours des exceptions au principe que l'on annonce, mais en général, ça reste une procédure qui suit la vie d'une entreprise qui est en cours de développement, en cours de progression, et qui a, pour différentes raisons, sur les exercices passés, connu des pertes qui ont généré des dettes d'exploitation, et qui a besoin de voir une réorganisation plus globale de la situation. Donc, c'est une procédure qui s'adapte, à mon sens, plus dans ce type de cas. C'est une procédure qui reste relativement souple et, comme on vous le précise, qui est, quoi qu'on puisse en penser, relativement moins coûteuse qu'une procédure collective, parce que plus juste dans sa rémunération. C'est-à-dire que, comme on l'indiquait tout à l'heure, en tout cas moi, les tarifs qui sont pratiqués sont plutôt des tarifs qui sont pratiqués à l'heure, comme un conseil, et qu'il n'y a pas d'automaticité en fonction du nombre de chiffres d'affaires, du nombre de salariés, ce qui peut se passer dans le cadre d'une procédure dite collective, où il y a bien évidemment des tarifs qui sont automatiques en fonction de la taille de l'entreprise, quelles que soient les prestations qui sont données. Donc, Vincent, pardon, ouais. Donc à choisir, la conciliation est préférable pour une TPE de moins de 10, où la différence avec le mandat ad hoc n'est pas vraiment significative? Alors, si, enfin, je pense que si c'est pour renégocier, notamment tout ce qui est bancaire, il faut se placer en conciliation. Pourquoi? Parce que, notamment, et on le verra tout à l'heure, mais pour tout ce qui est PGE, le BPI, qui est le contre-garant de ces prêts, le cadre qui permet aux banques et aux garants de continuer à donner ces garanties, et donc aux banques avec qui nous discutons de pouvoir accompagner l'entreprise et proposer un allongement de la durée, eh bien, cela se fait uniquement en conciliation, compte tenu du cadre que cette procédure donne et compte tenu de la réglementation qui a été mise en place. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure que lorsqu'on parle, à mon sens, restructuration, lorsqu'on parle de mise en place de moyens de poursuivre l'activité, mais
mais qui sont adaptées finalement à des difficultés économiques, à mon sens, la conciliation est la plus adaptée. La seule limite à mon discours, ça sera la durée, puisque comme on se doit de vous préciser, la conciliation, c'est 4 mois plus 1 mois si les pourparlers en cours donnent lieu à penser que nous allons arriver à un résultat permettant de protocoler. Donc, quelque part, on a 4 mois pour trouver une solution et 1 mois pour la mettre, pour la rédiger et la terminer. Et c'est réellement ces 5 mois qui nous permettent d'avoir une période de travail. Moi, j'aime bien ce côté un peu rythme. Ça permet d'être en permanence sur le dossier, de ne pas laisser filer le temps et d'avoir un temps contraint en 4 mois de trouver une solution. Partant de là, le mandat ad hoc, lui, comme l'a expliqué Vincent tout à l'heure, il n'y a pas de durée. Donc, on peut renouveler. Donc, c'est vrai que parfois, certains conseils, et judicieux d'ailleurs, disent on pourrait commencer par un mandat ad hoc, comme ça on tâte le terrain, on voit un petit peu ce qu'il en est, et on peut basculer en conciliation qui, elle, va nous imposer un rythme de ces fameux 4+1. Mais tout ceci nécessite quand même un certain nombre de procédures, de requêtes, de rendez-vous. Donc, si on peut, notamment pour les TPE, aller directement à la bonne procédure et se dire on a 4 mois pour trouver la solution, c'est au conciliateur, comme le disait tout à l'heure Vincent, chef d'orchestre, à dire monsieur, madame l'expert comptable, on a besoin des prévisions, on a besoin en exploitation, en trésorerie, le dirigeant, on a besoin du pacte commercial et on réunit tous les créanciers. Maintenant, on fait tout ça en visio, preuve en est ce matin. On réunit en 15 jours l'ensemble des créanciers et on commence à travailler ensemble et à établir la feuille de route. L'idée, et ça a été rappelé tout à l'heure par Vincent, c'est de dire qu'on est là pour négocier. Il n'y a aucune automaticité. Donc, on commence à réunir les personnes que l'on connaît en général, je parle notamment des affaires spéciales, et de leur dire, voilà, dans ce dossier, on envisage telle chose, telle chose, telle chose, qu'en pensez-vous, de quels documents vous aurez besoin, les prix qui ont été contractés, en quoi, comment on peut les remodeler ou les renégocier tout en conservant vos garanties, quelles sont vos contraintes techniques, juridiques, de garantie, contre-garantie. Bref, ça nous permet d'avoir une feuille de route. Derrière, on rédige systématiquement des comptes rendus de ces réunions assez précis, qu'on envoie aux créanciers, comme ça tient la procédure en route. Ça permet d'avoir un fil rouge et le dirigeant sait où il va et son conseil peut également l'accompagner au mieux, me semble-t-il. Donc ça, c'est par rapport au fonctionnement de la conciliation. Donc, je vous ai rappelé que cette conciliation, elle était sur décision judiciaire. L'issue à 4 mois ou à 5 mois, c'est d'aller vers un accord. Cet accord peut être soit constaté. Donc, le constat de l'accord, cela permet d'avoir la confidentialité absolue, parce que c'est un mot dont on n'a pas trop parlé ce matin, c'est la confidentialité. Confidentialité donc du mandat ad hoc ou de la conciliation. Il n'y a aucune mention au cabis. La seule difficulté qu'il va y avoir, c'est que bien évidemment, lorsque, et là aussi peut-être l'indiquer à vos clients qui s'intéresseraient à ce type de procédure, à partir du moment où vous ouvrez une conciliation et que vous demandez aux banques de venir dans cette conciliation pour discuter, eh bien, le fait de discuter ne va pas entraîner une modification de la cotation Banque de France. Par contre, le fait, et c'est ce qu'on fait en général dans les exemples concrets que vous allez nous demander tous peut-être, c'est que par l'ouverture de la conciliation, notamment revue par l'ordonnance de 2021, nous sollicitons ce qu'on appelle un standstill, c'est-à-dire un gel des échéances de prêt, de manière à avoir un effet de trésorerie quand même pendant cette période de conciliation. Donc, un des points centraux de la négociation, c'est de dire, notamment avec le chef d'entreprise, c'est de dire lors du premier rendez-vous, mesurer les leviers, notamment de l'endettement bancaire et de sa suspension pendant 5 mois pour déjà vous assurer du bienfait de cette conciliation et du temps au travers de laquelle on va pouvoir discuter et négocier. Mais on va avoir donc un gel des échéances bancaires, le gel ne portant que sur le capital et pas sur les intérêts. Et donc, en général, c'est quelque chose, en donnant une documentation avec des prévisionnels, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir. Cela nécessite deux conditions. La première, c'est d'être à jour au moment de l'ouverture de la conciliation. En général, si on commence à pas être à jour au moment où on ouvre une conciliation,
de ces échéances bancaires, ça commence à être compliqué de discuter derrière avec la banque. Donc, c'est surtout là où je disais tout à l'heure, il ne faut pas louper la marche. Donc, il faut arriver au bon moment. Et quand on sait qu'on va avoir une difficulté, il faut anticiper ce point-là et surtout se placer en conciliation. Et à partir de là, le conciliateur va obtenir le gel de ces échéances de prêt, premièrement. Et deuxièmement, dans le cadre de cette poursuite-là d'activité, au travers de la conciliation, on va pouvoir mettre en place une discussion et pouvoir renégocier ces prêts au travers de délais qui peuvent aller, on vous donnera peut-être tout à l'heure un exemple concret, mais entre 12, 36, voire 48 mois pour les PGE. Donc ça, c'est important quand même d'avoir à l'esprit que l'ouverture de la conciliation va avoir des effets immédiats sur la trésorerie de l'entreprise à partir du moment où on l'ouvre au bon moment et qu'on met en place cette procédure au bon moment. On a également un élément important au niveau de la conciliation qui est donc vraiment une boîte à outils utile pour les entrepreneurs. C'est qu'au-delà du gel que l'on obtient en général conciliateur et banquier, on a également ceci avec les crédits bailleurs. Crédit bailleur, en général, on obtient de ne payer que 20%, l'usage c'est de ne payer que 20% des redevances. Donc, on obtient un levier de 80% sur la période de conciliation. Là aussi, à rajouter avec éventuellement le gel en capital des échéances bancaires, ça commence à avoir un effet sur la trésorerie. Bien évidemment, on joue sur les charges sociales patronales sur lesquelles, en général, les services de l'URSSAF, même si ça a été dit tout à l'heure, je crois par Vincent ou par le président de l'Ordre, sur le fait que, bien évidemment, il y avait un durcissement des créanciers socio-fiscaux compte tenu de la période qu'il y a eu avec le Covid, où quand même, on pourra tous le reconnaître autour de cette table, il y a eu un accompagnement assez poussé des services de l'État pour les entreprises. Donc, si on ajoute la situation avec les crédits bailleurs, la situation avec les échéances bancaires, les échanges que l'on peut avoir avec les différentes administrations, eh bien, on a déjà des leviers qui sont importants et qu'on pourrait peut-être résumer tout à l'heure dans le cadre d'un exemple. Mais je sens qu'il y a des questions à ma gauche. Il y a des questions et vraiment, il va falloir me répondre de façon très concise parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce que ces procédures peuvent permettre d'obtenir un PGE si le client n'a aucun endettement et pas de PGE en cours, bien sûr? Alors, il y a eu la prolongation du PGE résilience notamment. En théorie, c'est possible. En pratique, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, les établissements financiers, soit ils sont déjà engagés. Si l'entreprise vient en procédure de mandat de conciliation, c'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à les rembourser. Donc, demander à un banquier, même si c'est un PGE garanti à 90% par l'État, de remettre au pot, d'augmenter son risque, alors que déjà ces prêts sont un risque, sans compter qu'ils ont leurs propres problématiques, réglementation, BAL 2, BAL 3, etc. C'est pas possible. Enfin, voilà, en pratique, c'est pas possible. Et venir en mandat ou conciliation en disant je vais faire bénéficier du privilège d'une monnaie, c'est-à-dire un privilège particulier qui permet de ne pas être gelé en cas d'ouverture de procédure collective derrière à un créancier, ça marche pas comme ça. Enfin, voilà, c'est quand même assez exceptionnel d'obtenir des financements dans le cadre d'un accord de conciliation. Je reviens juste, avant de répondre à votre question, sur le point mandat ad hoc ou conciliation. Il y a la condition à l'ouverture. Donc, le mandat ad hoc, on en a parlé tout à l'heure, c'est normalement, en pratique, pas d'ouverture si état de cessation des paiements. Par contre, la conciliation permet d'être ouverte si un état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Voilà, donc, c'est aussi le choix qui peut être fait. Bon, sachant qu'en pratique, si l'entreprise vient nous voir, c'est que souvent, elle a quand même des dettes. Donc, si ces dettes existent, elles sont souvent échues ou moratoriées, mais avec des moratoires qui ont été dénoncés. Donc, l'état de cessation des paiements, il est souvent des fois un peu avéré. Voilà. Donc, c'est sûr que si dans la demande d'ouverture, ça c'est un petit conseil, il est mis dans la demande notamment de la conciliation, que l'état de cessation des paiements il est existant depuis 6 mois, le président du tribunal n'ouvrira jamais la conciliation. Il ne peut pas l'ouvrir puisque dans la demande même, c'est-à-dire de l'aveu du débiteur, enfin du chef d'entreprise, il est en état de cessation des paiements depuis 6 mois. Donc, comme ça ne remplit pas les critères légaux, il ne pourra pas l'ouvrir ou s'il le fait, ça peut être rejeté par le parquet, le ministère public, qui est notifié de l'ouverture. Donc, il faut être vigilant là-dessus.
de la part du chef d'entreprise et également des conseils, notamment de l'expert comptable à qui on peut demander une attestation d'absence d'attestation des paiements. Je reviens dessus. Dans ce cas-là, il ne faut pas attester, enfin, il ne faut surtout pas faire un faux, évidemment, mais bon, je préfère le dire, même pour ouvrir la procédure de conciliation. Après, ça veut peut-être dire qu'il faut aller vers une autre procédure, même si, en pratique, les présidents de tribunaux ont quand même une approche, on va dire, très bienveillante par rapport à la situation d'entreprise et l'état de cessation des paiements qui peut apparaître. Une petite confirmation, est-ce que vous pouvez confirmer que le gel des dettes n'est applicable que dans le cadre de la conciliation Oui. et non dans le mandat ad hoc? Donc, c'est confirmé. Non. Non, ils ne sont pas d'accord. Non, non, mais ce que je disais moi tout à l'heure, c'était dans le cas de la conciliation, mais après, comme on est sur une base de négociation, bien évidemment, on peut l'obtenir dans le cas d'un mandat ad hoc. Il n'y a pas d'interdiction. Oui, en fait, D'accord, donc le gel des dettes est possible dans les deux cas. Voilà. Oui. Alors, on n'est pas sur un gel des dettes, que ce soit en mandat ou en conciliation, qui est de plein droit, comme en sauvegarde, redressement judiciaire. Ouais, Donc, c'est négocier au bon vouloir des créanciers. En pratique, les créanciers bancaires, notamment, sont des pratiques de place accord et ce qu'on appelle les standstill, c'est-à-dire des accords pour ne pas que le remboursement des prêts en capital se poursuive pendant le temps des discussions du mandat ou de la conciliation, mais ça reste à leur bon vouloir. Et c'est aussi conditionné, je fais une parenthèse, au fait que tous les banquiers tous les établissements de crédit sont appelés au mandat à la conciliation. Voilà. Dans le cadre d'un mandat ou d'une conciliation, s'il y a plusieurs établissements qui sont engagés, que ce soit sur des moyens termes, sur des courts termes, en fait, on négocie avec tout le monde. Et ça, c'est un point un peu de friction au départ avec le dirigeant, parce qu'il veut négocier avec une seule banque et pas avec une autre, parce qu'il a de bonnes relations avec elle et il a peur qu'elle dénonce en découvert. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Si on arrive à une réunion, à la première réunion, en disant, en fait, il manque 2 banquiers autour de la table parce qu'on ne les a pas appelés, on n'aura jamais d'accord. Donc, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, on est quelque part obligé d'appeler tout le monde, mais c'est en fait la contrepartie de la confidentialité qui était avancée par Vincent, c'est la transparence, voilà, où on partage vraiment l'état financier de l'entreprise. Quels sont les engagements des uns et des autres, des créanciers bancaires, quels sont les efforts qui sont faits par les créanciers publics, voilà, pour que tout le monde s'engage et fasse des efforts en connaissance des efforts qui sont faits par les autres, les actionnaires, l'entreprise, ces efforts de restructuration, de réduction des charges, etc. Voilà, donc j'insiste là-dessus parce que régulièrement ça arrive, on veut négocier qu'avec cette banque et pas avec les autres. Ça ne fonctionne pas, enfin, ça ne marche pas et c'est un point de blocage et c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à sortir un accord. Alors peut-être justement pour donner un exemple, parce que c'était une question, un exemple d'accord, donc sur une société qui était occupée il y a peu de temps, grosso modo elle faisait un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, une quinzaine de salariés. Il y avait justement plusieurs banques, dont une qu'on a dû faire intervenir en cours de route parce qu'on n'en avait pas connaissance, parce qu'elle avait simplement un engagement sur des découverts qui n'étaient pas utilisés, mais des découverts qui étaient quand même accordés à l'entreprise. Donc, c'était une réserve de crédit qui existait pour l'entreprise, des découverts de 60 000 ou 100 000 euros. Des PGE, des crédits moyen terme qui portaient sur l'acquisition des machines et également des crédits bailleurs qui avaient financé des machines. Bon, donc l'accord, c'était compte tenu de la baisse d'activité dont avait souffert l'entreprise. Il y avait une acquisition qui s'était mal, pas aussi bien déroulée que prévu. Donc la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Les machines avaient été achetées entre 2020 et 2021. Donc on avait des endettements importants qui avaient été constitués récemment et le chiffre d'affaires qui n'était pas au rendez-vous, mais parce que l'activité redémarrait. Donc, on a demandé un délai supplémentaire, en fait, en franchise de remboursement en capital aux créanciers, sur les moyens termes existants, sur le PGE aussi. Donc, on a commencé initialement en mandat ad hoc et on a basculé ensuite en conciliation, puisque pour que les créanciers bancaires conservent la garantie de l'État sur le PGE, il faut que la restructuration intervienne dans le cadre d'un accord de conciliation constaté ou homologué. Les crédits bailleurs ont réduit également sur la durée donc de 80%, en fait, les échéances de remboursement en principal, on remboursait que 20% du principal plus les intérêts sur une durée de 12 mois, plus un petit passif social et fiscal qui a été constitué, mais de façon maîtrisée dans le cadre du mandat ad hoc et qui a été étalé avec des accords bilatéraux, sachant que les créanciers fiscaux en général ne sont pas signataires des accords de conciliation. Voilà en pratique la négociation, alors qui s'est étalée sur une durée, si je ne me trompe pas, ça a dû faire 7 à 8 mois,
sauf erreur de ma part. On a commencé en ad hoc et ensuite on a basculé en conciliation. Voilà un peu le type d'accord entre guillemets classique qui peut être obtenu dans ce cadre-là. Alors, je prends une seconde, pardon, je vais répondre à plusieurs questions. On préfère répondre aux questions. Non, mais moi, je vais répondre à plusieurs questions en même temps, parce que j'ai des demandes sur tout ce qui est cessation de paiement, responsabilité, mise en responsabilité de l'expert comptable, du chef d'entreprise, la faute, etc. On ne va pas pouvoir répondre à ce type de questions aujourd'hui, sauf si vraiment on a du temps à la fin, ce dont je doute. Mais ça me permet de vous rappeler qu'il va y avoir une trilogie animée par nos mêmes animateurs, Vincent de Carrière, Vincent Gilibert, qui se fera en 3 temps. 1 sur la cessation de paiement, 2 sur l'accompagnement, la nécessité d'accompagner nos clients en procédure, que ce soit de la sauvegarde ou du redressement, et le 3 sur la faute de gestion, quelle est la responsabilité du chef d'entreprise et quelle est la responsabilité de l'expert comptable pour défaut de conseil, par exemple. Je suis désolée, on est un peu pris par le temps, on voulait faire un webinaire plutôt court, parce qu'on est quand même en période fiscale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la trilogie et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous êtes en train de poser, auxquelles, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre aujourd'hui. Est-ce possible d'utiliser la conciliation uniquement pour des dettes sociales pour une profession libérale? Oui, c'est possible. Très bien, merci. Donc, ça s'applique aux professions libérales, hein, bien évidemment. Et ensuite, on pourra effectivement. Alors, là aussi, je ne prêche pas peut-être pour ma paroisse, mais si c'est juste renégocier des dettes sociales, l'expert comptable peut très très bien le faire avec son client. Il n'y a pas, en général, c'est vrai que la conciliation peut ouvrir des délais supplémentaires qu'on n'aurait pas à l'amiable pure, c'est-à-dire en faisant une démarche volontaire vis-à-vis de l'URSSAF, si on parle de ce créancier, par exemple. La conciliation ouvre des possibilités pour eux, dans leur nomenclature interne ou dans leur pratique interne, ouvre quand même des possibilités d'octroyer des délais plus importants que lorsqu'on est hors procédure, donc de conciliation, si on parle de cette procédure. Ça, c'est vrai que c'est un point important et ça a été évoqué tout à l'heure au travers de cette conciliation, c'est que l'effet même de la conciliation, que ce soit pour les créanciers institutionnels, pour des créanciers bancaires ou assimilés, crédits bailleurs, l'effet même de cette ouverture de la conciliation va conduire les créancinciers à ouvrir une procédure différente et donc à ne pouvoir octroyer des délais qu'ils n'auraient jamais octroyés dans le cadre d'un suivi commercial ou d'un accompagnement commercial. Ce n'est d'ailleurs pas les mêmes interlocuteurs, hein. Ça il faut quand même aussi le dire. Lorsqu'on a un mandat ad hoc ou en conciliation en général, il faut préparer le chef d'entreprise, il y a un peu de coaching à faire, il faut lui dire OK, vous allez voir maître un tel, si son diagnostic vous intéresse, et si je le partage, moi expert comptable, et si vous avez le feeling avec lui, on pourrait travailler avec lui ou elle. Et donc, partant de là, il faudra aller voir le président, avoir une ordonnance, et derrière, la procédure commence. Totalement confidentielle, une négociation au cas par cas, dans un principe d'égalité et de transparence vis-à-vis de l'ensemble des créanciers, comme l'a rappelé Vincent tout à l'heure. Mais une fois que ça s'est dit, rappelé, fait, derrière, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, ça va être d'avoir des nouveaux interlocuteurs, donc qui n'auront pas un discours commercial et qui auront un discours de sécuriser pour eux aussi le recouvrement de leurs créances. Donc, bien évidemment, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur le fait d'avoir un nouvel endettement, en pratique, ça n'arrivera jamais. Et souvent, quand le chef d'entreprise pose la question au travers des réunions de conciliation avec ses partenaires, on lui donne la réponse suivante: commencez par rembourser ce que vous avez comme encours chez nous, et ensuite, on verra ce que l'on peut faire pour vous accompagner ou renouveler. Alors, ce qui peut être parfois très problématique, je donne un exemple. Moi, j'ai eu un dossier au travers duquel il y avait une activité de taxi, mais important, hein, avec une vingtaine de véhicules. Et donc, bien évidemment, on comprend que s'il y a un accord de conciliation derrière,
le règlement de ces dettes-là, rééchelonné, sera supérieur à la durée de vie d'un véhicule, surtout qu'il y a une réglementation très spécifique qui prévoit qu'au-delà de 3 ans, il faut renouveler les véhicules. Je crois que le Covid leur a accordé une année de franchise de plus, mais ils sont obligés d'avoir un certain nombre de durées pour ces véhicules. Et donc là, on se retrouve à la croisée des chemins avec un besoin pour l'entreprise de pouvoir renouveler sa flotte et des partenaires qui indiquent, nous, tant que tout ne sera pas soldé chez nous, vous n'aurez pas de nouveaux concours. Bien évidemment, on trouve toujours des solutions, et notamment dans ce type de dossier, on est arrivé à protocoler, on est arrivé à mettre en place une solution de retournement, et bien évidemment, un accord a été trouvé pour faire une exception à ce principe de non-octroi de nouveaux crédits. Mais c'est juste pour vous dire que chaque fois, c'est complexe et qu'il faut bien se garder, dès le premier rendez-vous, en tout cas en ce qui nous concerne, de dire que la situation va être simple et que l'on va trouver des solutions pour réorganiser automatiquement la restructuration de la société. Ce que je voulais vous dire aussi sur la conciliation, avant qu'on poursuive le thème de cette matinée, c'est que la conciliation, à la différence du mandat ad hoc, on a compris donc qu'elle a plus d'outils à sa disposition. Notamment par l'ordonnance de 2021, il y a la possibilité pour le président du tribunal d'imposer le fameux standstill dont on parlait tout à l'heure. On peut l'imposer à n'importe quel créancier à qui on demande de suspendre pendant la conciliation les échéances qui sont, enfin le passif échu. On lui demande de suspendre, je prends un exemple type, un bailleur. Un bailleur, on a eu avec Colette un jour un dossier, un bailleur qui fait délivrer un commandement de payer à une entreprise dont le bail est primordial. Donc, sans son bail, l'affaire ne peut plus exister. Et donc, à partir de là, alors qu'on discute et que l'on ne voit pas de solution immédiate, que l'entreprise tourne, les entrepôts sont pleins, on a des commandes, on a des engagements, on se voit délivrer un commandement visant la clause résolutoire. Le réflexe derrière, c'est d'ouvrir une conciliation, de dire « Monsieur le bailleur, est-ce que vous suspendez les effets ?» « Non, je ne suspends pas les effets. » On va devant le président et durant toute la période de conciliation, les effets de cette clause, de ce commandement, sont gelés. C'est quand même des éléments ultra pertinents et ultra efficaces, notamment pour sécuriser un bail lorsque les relations commencent à devenir difficiles avec un bailleur. Et je rajouterai que quand on en est pour un bailleur vis-à-vis d'un preneur à passer par la voie du commandement de payer, je pense qu'il est temps de prendre un tiers pour commencer à discuter entre les parties et essayer de rétablir la confiance en indiquant « Ok, il y a des retards de loyer, mais voilà ce qu'on va pouvoir faire, voilà la prévision de l'entreprise, voilà le rattrapage qu'on va pouvoir mettre en place, voilà la sécurité. » Et là aussi, quand vous avez notamment une foncière ou équivalent, le fait d'avoir une conciliation, c'est un apport considérable parce qu'ils se sentent sécurisés, ils se sentent créanciers et ils se sentent entendus et suivis par un professionnel. Donc, la conciliation permet de pouvoir suspendre les effets. Je vous ai pris l'exemple du commandement payé, mais on a donc ces possibilités-là. Souvent, c'est 1% ou 5% des dossiers qui vont jusque devant le président. En général, au travers de la négociation, on arrive, et peut-être de la menace d'aller devant le président, on arrive à trouver des solutions. Et partant de là, je trouve que la conciliation a ce côté un peu plus protecteur et nous permet d'avoir un peu plus d'outils, s'il le faut, dans le cadre du suivi de la procédure. Pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, mais juste en 3 minutes, la conciliation se termine soit par un constat, soit par une homologation. Le constat permet d'avoir la totale confidentialité conservée, puisque ça reste une ordonnance du président et ça s'adresse à l'ensemble des créanciers qui ont participé à cette conciliation. L'homologation va nécessiter qu'un jugement soit rendu par la juridiction, donc il sera saisi. Donc certes, l'accord ne sera pas dans le jugement homologuant la conciliation, mais le jugement, lui, fera l'objet d'une publicité. Et je ne sais pas ce qu'en pense Vincent, on n'en a pas parlé avant, mais c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, à mon sens, l'homologation, parce que en général, les agences de notation ou autres, quand elles voient passer un jugement, même si elles ne connaissent pas le contenu de l'accord, elles ont tendance à dégrader, bien évidemment, les sociétés. Et en général, ça porte préjudice. Donc,
sauf cas d'apport d'argent frais, et encore, dans certains dossiers, on peut en discuter, les banques en général ne demandent pas à aller vers l'homologation, qui reste peut-être réservée à un certain nombre de dossiers et qui ont des avantages sur lesquels peut-être Vincent pourra revenir dans quelques instants, mais qui sont relativement limités par rapport, moi, je trouve, au quotidien des dossiers que nous avons, où je trouve que le 100% confidentialité est quand même un confort dans le travail, dans les relations de confiance. Et en général, on n'a peut-être pas trop parlé de ça, mais à l'exception du bailleur, les fournisseurs ne sont absolument pas appelés, sauf cas particulier, mais ne sont pas appelés à la conciliation de manière à ne pas les affoler et à continuer à travailler uniquement avec, à travailler dans la conciliation, uniquement avec tout ce qui est institutionnel et bancaire qui sont soumis au secret des affaires, qui sont soumis au fonctionnement de ce type de procédure et qui, bien évidemment, une fois les éléments remis, sont plutôt de nature à accompagner l'entreprise qu'à fermer le robinet. Ce ne serait pas le cas forcément avec un fournisseur qui, lui, peut avoir des réflexes de paiement au comptant et de fermeture de certains accès aux commandes. Donc, en général, on préconise de choisir de manière judicieuse les partenaires avec qui on va discuter dans le cadre de la conciliation, parce que ce n'est pas tout de dire que c'est une confidentielle, mais il faut la garder, cette confidentialité. Et en fonction des personnes avec qui vous échangez, vous n'avez pas forcément cette confidentialité qui est conservée. Je ne sais pas si Vincent, tu veux rebondir là-dessus. Oui, peut-être rebondir sur la confidentialité, les discussions avec les assureurs crédit. En fait, il n'y a pas, ça c'est la limite de l'exercice, c'est que pendant la conciliation, on ne discute pas avec les assureurs crédit. En fait, ça se comprend quelque part parce qu'ils n'ont pas de lien contractuel avec l'entreprise dont on s'occupe. Eux, ils sont engagés avec les fournisseurs de l'entreprise et en des lignes par rapport à une situation financière du débiteur. On va l'appeler comme ça c'est le terme juridique. Ses comptes, sa cotation Banque de France, son secteur d'activité, etc. Mais il n'y a pas de lien contractuel. Donc, on ne négocie pas. Enfin, rare ici, des fois qu'on passe passer l'information aux assureurs crédit parce qu'effectivement, les assureurs crédit, le jour au lendemain, ils peuvent couper les lignes. On n'a pas de capacité d'action. Comme ils ne sont pas engagés contractuellement avec l'entreprise, on ne peut pas saisir président du tribunal une mesure de suspension des poursuites. Voilà. Et donc, si ça n'a pas été anticipé, notamment le cas que soulignait Vincent, en cas d'homologation d'un accord de conciliation, l'accord lui-même reste confidentiel, mais il y a une publicité liée à cette décision, puisque c'est un jugement du tribunal qui homologue l'accord. Ça entraîne la perte d'assurance crédit, ça entraîne aussi, mais ça c'est automatique, c'est la cotation Banque de France qui est révisée à la baisse du fait de l'homologation d'un accord de conciliation, c'est prévu, la cotation est automatiquement dégradée. Donc voilà, il y a des impacts quand même négatifs qui peuvent exister et qu'il faut pouvoir anticiper. C'est pour ça que c'est limité vraiment au champ où il y a un apport d'argent frais, donc pour que celui qui apporte l'argent frais bénéficie du privilège de nue-monnaie. Le privilège de nue-monnaie, c'est si jamais l'entreprise est finalement placée par la suite en procédure collective, l'argent qui a été apporté et qui bénéficie de ce privilège dit de nue-monnaie n'est pas soumis au délai du plan qui peut être payé, donc qui peut être imposé par le tribunal dans le cadre d'une sauvegarde ou d'un instrument judiciaire. Donc voilà, c'est quand même un privilège important. Après, en pratique, ça reste assez rare pour les raisons que j'ai évoquées. Déjà, c'est que les cas d'apport de nue-monnaie restent relativement faibles par rapport à la masse des dossiers qu'on a traités en mandat et conciliation. Et après, oui, le privilège de nue-monnaie, c'est bien, mais il y a des privilèges qui passent avant, notamment le super privilège de la AGS. Donc, dès qu'on a des entreprises avec une masse salariale importante, le privilège de nue-monnaie perd déjà un peu plus de son intérêt. Donc voilà sur en page 12. Sur la comparaison entre les missions. Alors juste comme ça, je réponds à une question en 2 mots sur l'état de cessation des paiements. Donc c'est actif disponible versus passif exigible. Actif disponible, c'est grosso modo la trésorerie et les réserves de crédit non utilisées. Et le passif exigible, c'est toutes les dettes qui sont échues, qui ne sont pas moratoriées. Voilà. Donc, combien j'ai en trésor et combien je dois payer, je suis tenu de payer aujourd'hui. Voilà. C'est le critère. Après, on en parlera plus longuement lors du prochain webinaire, mais voilà ce qu'il faut avoir en tête. 15 mars, prochain webinaire. Sachant que la cessation des paiements, sans dévoiler le sujet, mais sachez que bon nombre de professionnels militent en faveur du fait que cette notion de cessation des paiements,
qui est fort utile aujourd'hui, hein, puisque c'est la base légale. Mais ça reste quelque chose qui est peut-être un petit peu à dépoussiérer, en ce sens que souvent la cessation des paiements, telle qu'elle est définie et telle qu'aujourd'hui on la pratique, alors, de la manière dont Vincent vient de rappeler la théorie, il a raison, et deux, si on avait tous les dossiers… Non, mais il a raison. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais bien évidemment, il a raison, mais deux, ce qui est important de noter, c'est que c'est assez théorique. C'est pour ça que j'allais dire, il a raison, mais c'est théorique. Et l'idée, c'est que souvent, lorsqu'on en est à faire le calcul de savoir si je suis en état de cessation des paiements ou pas, on est vraiment en état de cessation des paiements. Voilà et on essaie de trouver peut-être les éléments dans le bilan pour dire, mais en fait, j'y étais pas. Mais le résultat, c'est que on y est et que, en général, on se retrouve vers le spectre de la procédure dite collective, et c'est souvent plus compliqué d'en sortir, selon l'expression consacrée, par le haut, que dans le cadre d'une procédure amiable, où je vous rappelais tout à l'heure qu'il y a 80% de succès au travers de ces procédures-là. Alors, on a en page 12… Pardon, oui, non, c'est pas du tout une question, c'est juste de rappeler à mes confrères et consoeurs qui sont en ligne de l'intérêt de sensibiliser nos collaborateurs. On en parlait justement tout à l'heure avec les deux Vincent, de sensibiliser nos collaborateurs à tous ces petits clignots qui peut-être vont nous arriver trop tard, parce qu'on le sait bien, on n'est pas le nez dans les comptes, c'est la compta, c'est pas nous qui la faisons. Donc vraiment que les collaborateurs soient attentifs à des rejets de prélèvements, à des impayés, à des demandes de moratoire et autres, de façon à nous faire bien remonter l'information et surtout pas trop tard. Juste peut-être un petit mot sur les documents, notamment qui sont demandés aux experts comptables dans le cadre d'émissions. Particulièrement dans les négociations avec les banques. Donc, on parle des fois d'IBR, Independent Business Review. Donc, ça, c'est l'intervention d'un tiers, du coup, qui ne peut pas être l'expert comptable habituel du dossier, mais ça concerne un certain type d'entreprise. En pratique, c'est souvent l'expert comptable de l'entreprise qui fait avec le dirigeant les prévisionnels. Donc, les documents qu'on attend, c'est les situations comptables récentes qu'on puisse voir si le projet de réorganisation de l'entreprise porte ses fruits. Voilà, est-ce que le chiffre d'affaires qu'on avait prévu de réaliser, 3 mois après, il a été effectivement réalisé ou pas, et sinon, pourquoi il n'a pas été réalisé, qu'est-ce qui explique un décalage? Est-ce que les mesures d'économie qui ont été identifiées il y a 3 mois, qui ont été annoncées aux banques en réunion, est-ce qu'elles ont été conduites? Est-ce qu'elles ont porté leurs fruits? Est-ce que le coût escompté de ces mesures de restructuration était bien celui qui était identifié? Voilà, et qu'on puisse piloter là-dessus. C'est important parce que c'est aussi en fait la confiance des partenaires au sens large qui est conservée là-dessus. Donc parce qu'on est transparent sur la situation et les difficultés que peut rencontrer l'entreprise, même pendant l'exécution du mandat. Il peut y avoir des événements extérieurs qui viennent bousculer la bonne marche de l'entreprise. Donc, voilà, il faut être clair sur la situation de l'entreprise à ce moment-là. Celui qui reste à la manœuvre quand même, c'est le dirigeant, parce qu'il connaît son métier, il connaît sa boîte, il a peut-être des choses à revoir sur son fonctionnement, mais il connaît quand même son affaire et il faut qu'il conserve la confiance, le crédit auprès de ses partenaires. Et donc, voilà, on ait ces éléments, des situations comptables présentes, les prévisionnels à la fois en exploitation, parce que c'est à partir du prévisionnel d'exploitation qu'on pourra déterminer la capacité de remboursement de l'ensemble des dettes sociales, fiscales, bancaires, et des prévisionnels de trésorerie. Alors, prévisionnels de trésorerie, en fait, il faut faire simple, c'est des prévisionnels de trésorerie, pour moi, façon épicier, ce qui rentre et ce qui sort, en distinguant ce qui rentre, qui est lié à l'exploitation courante de l'entreprise, de ce qui relève de l'exceptionnel, des apports extérieurs ou alors de l'amortissement de dettes qui ont été matérielles. Voilà, ça, on va dire, c'est pas relatif directement à l'exploitation. Donc, la condition pour rentrer en mandat et conciliation, c'est qu'on soit en mesure, en gelant toutes les dettes existantes de façon amiable, puisque ça nécessite l'accord des créanciers, de pouvoir autofinancer notre exploitation. Si l'exploitation ne s'autofinance pas, là, on a un souci. Donc, soit quelqu'un est prêt à la financer et apporte de l'argent pendant le cadre du mandat ou de la conciliation, soit on peut la financer indirectement en créant un nouveau passif
et en décalant des échéances sociales et fiscales, mais c'est à user avec modération, parce qu'en plus, l'expérience montre qu'on s'habitue assez vite à décaler des échéances, mais après, il faut pouvoir les rembourser, ou alors si on n'est pas en mesure de le faire, ça veut dire qu'à ce moment-là, la procédure de mandat et de conciliation n'est plus adaptée à la situation et il faut basculer sur une autre procédure. Voilà, donc sur les prévisionnels, après, le chose le plus simple, en fait, c'est le prévisionnel trésorerie, mois par mois, façon efficiée, ce qui rentre, ce qui sort, en identifiant les différents postes. Voilà. Et pour voir que, au moins sur le papier, déjà, on est en capacité, de financer les prochains mois et quelle est la durée des discussions qu'on peut avoir avec l'ensemble des partenaires. Et deux, ensuite, quelles sont les propositions de remboursement qu'on est en mesure de leur faire de façon objective, réaliste par rapport à un BP qui aura été discuté, challengé avec les banques. Voilà. Donc, c'est aussi, même si on reste dans un cadre amiable, du travail supplémentaire quand même pour le dirigeant. Il faut accepter ce devoir de transparence qu'il a à l'égard des partenaires. Donc, il y a un travail peu de pédagogie à faire. Et Vincent, tu as parfaitement raison. Et c'est aussi sur sa rémunération. Donc, là aussi, c'est jamais très agréable, hein, mais les créanciers vont dire, mais quelle est votre rémunération sur les 3 dernières années est-ce que, et parfois, en fonction des cas, ils vont demander, on va vous demander de faire un effort sur votre rémunération. Qui plus est, parfois, quand il y a une SCI qui est propriétaire des murs, ils vont s'intéresser au montant des loyers, au montant de l'emprunt qui est dessus. Bref, voilà, ce qu'il faut rappeler, plus le dossier sera un petit peu complexe et plus il y aura un montage financier, plus les créanciers vont demander, comme le disait Vincent, de la transparence. Et donc, il faut avoir à l'esprit que les créanciers, notamment vis-à-vis du dirigeant, vont lui demander un certain nombre d'éléments pour pouvoir lui accorder des délais et une restructuration. Donc, surtout, moi, ce qui est important et que je veux que vous entendiez, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité. Pensez que c'est bon, j'ai vu De Carrière, il m'a dit qu'il obtiendrait ci, il obtiendrait là, c'est pas possible ça. Je l'ai tellement entendu, c'est non, on va faire de notre mieux, en général on y arrive, mais c'est au travers d'une documentation financière et juridique posée, au travers d'un travail de l'expert comptable, donc d'où l'intérêt que nous échangeons aujourd'hui, et comme on le faisait par le passé et comme on le fera demain d'ailleurs, et d'où l'intérêt qu'on se comprenne bien sur le fait que c'est pas de l'assistanat social, c'est-à-dire que vous, quand vous devez expliquer la situation, me semble-t-il, auprès de vos clients, c'est de leur dire ça va demander du travail, mais je suis prêt à mobiliser le cabinet pour vous suivre. À mon avis, ça nécessite aussi une rémunération, mais ça c'est après à vous de voir ce qu'il en est chacun au travers de vos pratiques, mais ça va nécessiter quand même de mobiliser. Moi, j'ai encore un dossier récent, j'en ai discuté avec votre confrère pas plus tard qu'hier, il m'a dit c'est très intéressant, on va y arriver, mais j'imaginais pas que ça me prendrait autant de temps avec ma collaboratrice et c'est pas la bonne période pour nous en ce moment. Voilà. Donc, voilà, il faut avoir cette notion. Et j'en profite pour vous dire que souvent, je vois trop souvent des chefs d'entreprise venir vers moi tout seuls. Parce qu'en fait, ils sont allés au tribunal ou ils sont allés où ils ont parlé à un juge, un ancien juge, peu importe, qui va leur dire il y a un certain nombre de gens qui font ça et puis vont sur Internet, qui regardent. Et je vois trop de gens venir tout seuls vers moi. Et ça, je trouve pas ça tout à fait normal. Et ma première question, c'est de dire mais quelles sont vos relations avec votre expert comptable? Où vous en êtes? La comptabilité est à jour? Voilà. Et souvent, on me répond toujours oui. Mais j'allais vous dire, 7 cas sur 10, c'est vrai, mais il y a des cas où il y a des gens qui sont un petit peu isolés. Et comme je le disais tout à l'heure au début de mes propos, c'est souvent des gens peut-être qui le méritent par leur comportement, mais voilà. Mais c'est vrai que de voir des personnes se présenter au tribunal ou se présenter chez un administrateur ou un mandataire pour éventuellement ouvrir une procédure amiable, sans avoir même informé son expert comptable, parce que peut-être que l'expert comptable n'est pas toujours disponible, comme nous non plus, nous ne sommes pas tout le temps disponibles, mais vous en avez parlé à votre expert comptable? Non, non, je viens de ma propre initiative, je viens de ma propre idée. Ça, c'est quand même quelque chose parfois qui m'étonne un peu, mais bien évidemment, il y a des réponses à apporter, hein. Mais voilà, l'idée, c'est de vous sensibiliser quand même là-dessus et de faire le go-between, comme on dit, avec si on ne peut pas se déplacer ou si on n'a pas le temps, mais au moins de faire le lien via un mail avec un tel ou un tel pour essayer de trouver un rendez-vous et de dire, bon, allez-y, tenez-moi au courant, enfin au moins qu'il y ait quand même un accompagnement dès le départ.
Est-ce qu'il y a des questions, Colette? Alors, on a encore une question sur la cessation de paiement, mais je vous la pose. Oui. Vous voyez si vous pouvez la répondre vraiment rapidement. Est-ce qu'une participation sur un bénéfice échu et non payé pour des problèmes de trésorerie est prise en compte dans le calcul de la cessation de paiement? Est-ce que le mandataire ne prend en compte que les dettes exigibles? Normalement, c'est dettes exigibles et actifs disponibles. Il me semble que Vincent a répondu à cette question, mais vous en saurez plus le 15 mars. Et alors, du coup, information de l'ordre. Alors, c'est l'information là sur le slide, donc comparatif mandat de conciliation. En fait, c'est si l'entreprise, fait partie d'un ordre réglementé. C'est l'avocat, par exemple. Voilà, un avocat, un banquier, kiné, enfin, voilà, ce genre de profession, l'ordre d'informer. Donc, avant de passer à la suite, il nous reste une demi-heure entre le mandat ad hoc et la conciliation, rapidement. Donc, c'est le slide de 12. On est donc sur les définitions, je pense que là-dessus, et les objectifs, je pense que c'est clair pour vous. L'initiative, ça reste à l'initiative du dirigeant conseiller, bien évidemment, et à sa main totalement au cours de la procédure. C'est-à-dire qu'on peut mettre fin aussi à cette procédure. On a dit que ça durait 4, 5 mois en fonction des procédures, mais ça peut s'arrêter avant aussi dans le commun accord. C'est-à-dire qu'on ne part pas dans un processus dans lequel on ne peut plus en sortir. La confidentialité, nous en avons parlé, sauf le cas de l'homologation. L'information du CAC, vous voyez, donc dans tous les cas, il faut informer le commissaire aux comptes. Information de l'ordre professionnel, on vient d'y répondre. Donc, c'est dans le cadre d'une profession qui a un ordre professionnel. CSE, c'est non, sauf en cas d'homologation. La durée, on a déjà insisté. Les outils, vous voyez, en mandat ad hoc, il n'y en a pas. C'est que la négo. Et par contre, à droite, délai imposé par le président, privilège de new-money, désignation d'un expert, droit à l'information du président. Bon, bref, il y a un certain nombre d'éléments qui sont remises dans cette case, mais l'essentiel, à mon avis, c'est notamment les délais que peut imposer le président et la new-money lorsque le cas se présente, mais Vincent en a parlé. Je te propose, Vincent, qu'on continue à avancer dans le slide. Alors, on va peut-être passer de la page 13, puisque ceci était un rappel, mais comme le temps passe, je pense qu'on a nécessairement besoin d'avancer. Un mot sur les mandats de sortie de crise ou autres qui ne sont plus d'actualité puisqu'ils ont pris fin au 31/12/2022. Tout ceci pour vous dire que le gouvernement avait demandé à la profession de faire un effort sur un certain nombre de missions à prix réduit et compte tenu du nombre de salariés. Bon, ça a très peu fonctionné. Je crois qu'il y a eu une vingtaine de procédures sur le plan national. C'est juste pour vous dire qu'au final, ce qui compte, c'est le feeling, c'est les échanges et c'est la mise en place des techniques que nous avons et des relations de confiance que nous avons avec à la fois les dirigeants et à la fois les partenaires bancaires. Donc, on peut passer maintenant, Vincent, je pense au slide suivant. Moi, je veux peut-être un petit focus sur les PGE. Ça, c'était peut-être pour terminer, mais si tu veux, c'est la dernière. Sinon, ouais, parce que je crois qu'il nous reste, et je pense qu'on reste d'avoir des questions. Ok, vas-y alors. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous aurez le support, donc il n'y a pas de souci. Donc, bon, Vincent en a aussi parlé tout à l'heure sur les restructurations des PGE, donc puisque les PGE mis en place avec la garantie d'État à 90%, durée maximale d'amortissement intégrant les 2 années de franchise, on était sur 6 ans, et la possibilité d'aller jusqu'à 10 ans, qui inclut, je le rappelle, les 2 années de franchise, de façon amiable, et que pour que les banques conservent la garantie de l'État, il faut que l'accord le réaménagement du PGE se fasse en conciliation. Conciliation qui doit se terminer par un accord soit homologué, soit constaté. Quelques difficultés pratiques, c'est pendant la période de standstill, alors certains établissements bancaires, d'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes, des dossiers, enfin, du coup, il n'y a pas encore vraiment de règles, impose à ce qu'en fait, le standstill se fasse également en conciliation. Alors, des fois, on démarre en mandat ad hoc, alors on demande de suspendre les échéances de remboursement principal des différents crédits sur le moyen terme classique, OK. Et sur les PGE, certaines banques disent OK et d'autres disent non, je ne peux pas le faire, il faut absolument basculer en conciliation. Pourquoi
J'en sais rien. Est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas non plus. Je pense qu'en fait, elles ne savent pas elles-mêmes non plus. Et voilà, comme on commence quand même à rencontrer les cas vraiment de restructuration, on commence à rentrer dans le dur, dans la restructuration des PGE ou les défaillances sur des PGE, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la garantie de l'État est effectivement actionnée par les établissements bancaires. Et le cas échéant, elle peut être contestée. Donc, c'est BPI qui, en fait, sous-traite pour le compte de l'État cette gestion de la mise en œuvre de la garantie. Donc, c'est voilà, les acteurs, on va dire, et les établissements bancaires cherchent un peu le modus operandi pour le fonctionnement, le traitement du PGE pendant la durée des discussions, donc avec cette problématique de standstill, et ensuite sur le réaménagement qui est fait, avec un critère qui est imposé par BPI, alors, qui est à ma connaissance prévu par aucun texte. On nous a parlé d'un accord de place entre BPI, l'État et les banques, mais que personnellement, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas si c'est public. C'est que les moyens termes classiques soient traités de la même façon que le PGE, plutôt que le PGE soit traité de la même façon que les moyens termes. L'idée étant que en fait, les banques qui ont la garantie d'État à 90% ne cherchent pas à se rembourser par anticipation sur des crédits sur lesquels elles n'ont pas cette garantie. Elles peuvent avoir d'autres garanties hypothécaires, des nantissements, etc. Et donc, de se payer avant sur leurs crédits qui sont privilégiés ou simplement chirographaires, donc sans privilège particulier, en mettant le PGE de côté, sachant que dans tous les cas, sur le PGE, elles ont une garantie d'État à 80%. Ça, il faut l'intégrer, il faut traiter de façon équilibrée, puisque ça repose encore une fois sur aucun texte, le PGE, ou les PGE, avec les autres moyens termes, sachant que dans le cadre de la conciliation, on ne peut pas aller au-delà des 10 ans sur PGE. Donc 10 ans à compter du décaissement des fonds au bénéfice de l'entreprise, donc ce qui intègre souvent les 2 années de franchise, c'est-à-dire 8 ans d'amortissement. Après, chaque banque a un peu sa pratique, certaines ne veulent même pas aller au-delà des 8 ans d'amortissement. La question de l'abandon des PGE, alors il y a eu quelques dossiers qui ont fait un petit peu de buzz dans la presse où effectivement les banques ont consenti des abandons de PGE, ça reste rarissime. Bon, très clairement, c'est des dossiers sur lesquels il y a des institutions politiques. Judiciaire, non? C'était le judiciaire. C'était en amiable. Donc voilà, bon, le PGE ne s'abandonne pas. Le principe, c'est qu'il n'est pas rémissible, il ne peut pas y avoir d'abandon là-dessus et il doit être payé, ce qui va quand même poser un certain nombre de difficultés pour des entreprises qui arrivent des fois avec des endettements importants parce qu'elles ont pris PGE au taquet, donc à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente, qui vient se rajouter à un endettement existant dans un contexte qui est difficile où les marges ne sont pas forcément au rendez-vous pour absorber le montant de ces dettes. Donc là, des fois, on bute sur la limite de l'exercice où on a un endettement et même si les créanciers sont prêts à faire des efforts, ils ont des limites eux-mêmes, notamment les banques, d'échelonnement. On ne peut pas étaler des crédits au moyen terme de 7 ans ou 5 ans sur des durées qui vont jusqu'à 20 ans. Enfin, de façon amiable, c'est quand même compliqué. Et donc là, malheureusement, des fois, la seule possibilité, c'est de basculer en judiciaire pour imposer des délais de 10 ans. Par contre, le délai de 10 ans peut être imposé par le tribunal dans le cadre d'une sauvegarde et d'un redressement judiciaire. Lui, il court à compter de l'adoption du plan par le tribunal. Donc, à la limite, toutes les années d'avant, et bien en plus, donc finalement, l'amortissement du PGE peut se faire sur plus longtemps. Évidemment, la contrepartie, c'est qu'on a basculé en procédure collective, on en reparlera la prochaine fois, qui est une procédure qui est publique avec des impacts quand même assez importants sur la marche générale de l'entreprise. Voilà. Donc, le problématique PGE, c'est une problématique qu'on va quand même rencontrer, que vous allez rencontrer de plus en plus. Encore une fois, il faut garder en tête que même s'il n'y a pas de souci immédiat en termes de trésorerie, alors que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, ben c'est peut-être justement le bon moment d'aller en mandat aux conciliations. Parce que si on attend 6 mois et qu'il y ait 6 mensualités qui soient passées sur le PGE et sur les autres crédits et qu'on arrive, là par contre, on flirte avec l'état de cessation des paiements, on a 0 € de trésor en caisse, c'est pas la même histoire que de commencer maintenant alors qu'on a encore des marges de manœuvre en trésorerie et qu'on est en mesure de financer des restructurations, on est en mesure de décaler des échéances de remboursement. Si on arrive qu'on est déjà au taquet des découverts et qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, c'est là où il faut anticiper, il faut avoir le réflexe, surtout aussi parce que tout repose sur lui à un moment donné, c'est que le chef d'entreprise soit convaincu qu'il ne faut pas attendre 6 mois encore pour revenir en conciliation ou en mandat ad hoc
et qu'il faut y aller maintenant. Parce que le bon moment, c'est peut-être maintenant, alors que les difficultés ne sont pas encore dans le rouge vermillon, mais on commence à avoir quand même des signaux d'alerte. Voilà sur le PGE, je ne sais pas si tu voulais… J'ai une petite question. Alors, si la restructuration d'un PGE équivaut à un cas de défaut, on l'a vu, ça, donc c'est un impact sur les cotations, etc. Est-ce qu'on n'a pas intérêt alors dans ces cas-là à dire je vais tout négocier, sauf le PGE? Ça ne marchera pas non plus. Ça marchera pas non plus parce que on a l'obligation de les mettre aussi autour de la table, même si c'est garanti. Oui, et puis même, ce que disait Vincent, les autres engagements, à partir du moment où vous les mettez en défaut, ça reviendra au même. Hein. Non, mais comme celui-là a été garanti, peut-être qu'on se dit, celui-là, il est garanti par l'État. Mais ce qui est très important, ce qu'a dit Vincent, c'est qu'on ne pourra pas négocier qu'avec un seul créancier et qu'une seule catégorie. On pourra éventuellement, ce qui nous arrive, exclure certains créanciers de la conciliation, mais avec l'accord de tous. Une fois qu'on aura mesuré les avantages et les inconvénients, je parle notamment des prêts qui se finissaient dans l'année ou des choses comme ça, ou des prêts inférieurs à une somme, 20 25 000 euros. Parfois, on dit, bon, compte tenu du peu d'engagement que certains créanciers ont, pour simplifier les relations, on accepte d'un commun accord, mais en transparence, et après que tout le monde se soit réuni, de dire on sort un tel, qui, eux, suspendent pendant la conciliation et derrière reprendront les paiements de manière classique et ne rentreront pas dans la restructuration globale. Non, moi, c'était plutôt dans le cadre de dire, avant, c'était peut-être aussi un de vos conseils de dire, écoutez, là, si vous allez tout restructurer, le PGE sera dedans, mais attention, peut-être que vous avez intérêt à négocier hors conciliation avec certaines banques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'aller à la négo. Non, mais hors conciliation. Hors conciliation. Avant d'aller là-dedans, parce qu'on sait que c'est un cas de défaut. Oui, mais hors conciliation, je pense, après, je ne dis pas que c'est absolu ce que je vais dire. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Voilà, voilà. En général, c'est pour ça que les gens viennent nous voir après. On nous dit, je suis allé voir. Le premier réflexe du chef d'entreprise averti, c'est d'aller voir son banquier et de lui dire voilà ce qui va se passer. Et en général, on lui dit, on lui fait perdre beaucoup de temps. Donc ça aussi, c'est un élément à retenir. C'est-à-dire qu'on va lui dire pourquoi pas, je vais interroger, et 6 mois après, on va lui dire il faut aller voir un conciliateur. Donc voilà, gagnons du temps, comme disait Vincent tout à l'heure. On peut faire parfois, avant une échéance fatidique, 6 mois avant, des choses qu'on a du mal à faire le jour même, surtout que les banquiers n'aiment pas. Après, c'est des gens avec qui on peut discuter, c'est des gens avec qui on peut trouver des solutions, bien évidemment, mais de manière générale, ils n'aiment pas être dans le fait accompli, c'est-à-dire que l'échéance, on ouvre une conciliation, l'échéance est prélevée parce qu'il y a la trésorerie, on obtient le standstill, il la rembourse. Ça, c'est une condition, ça fonctionne bien. On est dans le cas où on l'ouvre et on ne peut pas la payer et elle devient en défaut, ça commence à cristalliser la situation, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait la même relation. Donc, j'insiste bien sur le fait que pour avoir les effets d'une conciliation et les effets notamment de trésorerie et de financement qu'on peut avoir, il ne faut pas arriver en étant déjà en situation compliquée où on est au taquet des découvertes et au taquet de la situation. Et peut-être juste pour compléter sur les banques, quand il y a l'ouverture du mandat ou de la conciliation, des fois le retour, c'est en tout cas de l'interlocuteur habituel, chargé d'affaires, entreprise, ou pas d'ailleurs du dirigeant, c'est de dire mais pourquoi tu m'en as pas parlé, on aurait pu s'arranger, enfin s'arranger normalement, hein, mais on aurait pu traiter sans passer dans le cadre d'un mandat ou d'une conciliation, et des fois c'est ce qui a été fait avant. Et justement, le chargé d'affaires laisse filer découvert par rapport à l'autorisation. Et une autorisation de découvert à 50 000, on laisse passer des paiements jusqu'à 75, 80, voire des fois sur des engagements plus importants. Et du coup, quand on bascule en mandat conciliation, donc automatiquement, le dossier dans la banque est suivi par les affaires spéciales. Donc, le chargé d'affaires côté bancaire perd un peu la main sur la gestion du dossier. Ce sont les affaires spéciales qui arrivent, qui font évidemment le diagnostic, leur analyse de la situation de l'entreprise, mais également leur analyse de leur propre exposition et qu'elles regardent ce qui a été fait en interne dans le traitement du dossier. Donc, si elles voient que le découvert a été augmenté, voilà, bon, il y en a qui se sont un peu tirés les oreilles derrière en interne côté bancaire. Voilà, ça arrive aussi, ce qui peut expliquer qu'il y a un petit moment de crispation au début du mandat et de la conciliation. Alors, la réunion le point important, parce que certains tout à l'heure posaient la question d'exemples concrets, je pense qu'on l'a évoqué un petit peu ce matin, mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas moi, ce que je vous recommande, bien évidemment après vous appréciez, et puis surtout
faut se faire sa propre idée et sa propre opinion. Mais retenir quand même qu'au travers d'une conciliation, notamment, lorsque vous recevez votre client, que vous examinez la situation, on parle de la situation tableau Excel épicier, comme disait tout à l'heure à juste titre Vincent, et on laisse la situation telle qu'elle. Et en dessous, on crée les leviers. Tiens, j'ai participé avec l'ordre à une réunion de formation, une formation, et donc je crois comprendre, si j'ai bien noté, que déjà, les échéances bancaires, si on arrive à temps et qu'on n'est pas sur une situation d'impayé, on peut obtenir une suspension pendant la période de la conciliation. On peut avoir plus quand il faut. Mais... Donc déjà, tiens, je mets 5 mois de gel pour voir ce que ça donne. Je vois déjà après, trésorerie 1, trésorerie avec levier, déjà 5 mois. Je vois ce que ça donne. Crédit bailleur, tiens, j'ai entendu que également, on pouvait avoir un effet d'économie de 80% sur les loyers. Donc, je ne paye que 20% de ces loyers. Tiens, ligne 2, quand ça a du sens, hein. C'est sûr que si c'est location d'un standard téléphonique à 152 €, comme je le vois parfois avec trucs, je dis non, mais ça, on ne va pas le faire, ça n'a aucun sens. Bon. On descend. Donc, on est également, voilà. Ensuite, à utiliser avec parcimonie, mais on sait qu'on peut avoir les charges patronales également au niveau URSSAF et les caisses de retraite, je parle bien patronales, sur lesquelles éventuellement on peut faire un peu le yo-yo. Donc, troisième ligne, on peut rajouter. Et quand on commence à voir déjà un effet direct, concret pour le chef d'entreprise en disant, écoutez, rien n'est automatique, il faut aller voir un conciliateur, il faut en parler avec lui, mais si on est bien outillé, si on le prend à temps, et si déjà on arrive avec un prévisionnel comme cela, avant, après, on peut déjà, et si cette situation est de nature à déjà permettre de retrouver une trésorerie qu'on n'avait plus et de pouvoir avoir un souffle nouveau et de financer ses besoins d'exploitation, c'est déjà un pas vers la nécessité d'aller vers cette conciliation. Et ensuite, il y aura la deuxième étape de la négo, c'est de savoir, est-ce qu'on met tous à plus 24, est-ce qu'on met tous à plus 12, 24, 36, 48 ? Là aussi, ça va dépendre de la maturité des prêts. Il y aura une cartographie à faire par rapport à l'endettement, donc on aura besoin de documents, tous les prêts en cours, toutes les échéances, toutes les mensualités et toutes les fins de contrat avec les garanties. Et tout ceci, ça va donner une lecture des éléments du passif au travers de cette concile et éventuellement des conduites à tenir. Mais ce que l'on sait, c'est que notamment pour les PGE dont Vincent parlait à juste titre et qui sont quand même des points assez récurrents dans notre activité actuellement, on peut aller jusqu'à 10 ans. Il est évident que 8 ans, c'est plus facilement admissible par l'ensemble des partenaires de la place. 10 ans, ça reste exceptionnel, mais ça reste quand même déjà 2 ans de plus. Si je prends les 2 ans de décalage, les 4 ans du prêt d'origine, puisque les DPG c'était sur 6 ans, encore revu déjà par le gouvernement, et que je rajoute 2 ans, voire, moi je suis allé jusqu'à 9 ans sur certains dossiers, eh bien, on a des leviers quand même qui sont importants et qui font à peu près, pardonnez-moi pour la rapidité du calcul, hein, mais quand on passe à 9 ans, on est quasiment à la moitié des échéances que l'on payait à l'origine sur 4 ans. Hein. Donc, là aussi, l'approche est vite faite. Et donc, quand on voit les effets et on voit réellement sur le travail de projection si la conciliation a du sens. De toute manière, en général, cela a du sens et cela apporte un confort auquel le chef d'entreprise ne croyait plus. Ça se fait sans douleur. Il y aura quand même des frais derrière, je le rappelle, notamment au niveau de la renégociation des taux d'intérêt et au niveau des frais bancaires que chacun sera en droit de solliciter au travers des conditions générales que personne ne lit mais signe à chaque fois qu'on conclut un contrat. Et donc, ces éléments-là seront quand même à appréhender. Un point dont on n'a pas parlé, et on en avait parlé sur une précédente formation, c'est les assurances. Toujours demander à ses clients de vérifier que les contrats d'assurance ne prennent pas en charge ces modalités-là, parce que parfois ça arrive, notamment quand il y a des contrats un peu anciens, un peu bien baqués, dans lesquels tout était prévu. Il peut être prévu la prise en charge de ce type de procédure. Donc, il y a des éléments. Je participais il n'y a pas longtemps à un colloque sur le plan national où on nous disait qu'en Normandie, la région finance les honoraires de l'expert comptable, les honoraires du conciliateur en cas de réussite de l'accord. Donc ça, c'est un accord qui a été trouvé dans cette région-là. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent en France, mais bon, voilà, mais peut-être que certains d'entre vous ont des clients en Normandie, que sais-je. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être des relais aussi, vous êtes force de proposition, notamment à l'ordre.
vous êtes force de proposition, vous êtes force de courroie de transmission. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des éléments qui font que cette question des honoraires peut être eh bien, prise en charge ou par une assurance ou peut-être par un partenaire. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce soit les honoraires qui doivent arrêter la décision d'y aller ou de ne pas y aller. C'est la situation économique qui commande le fait d'y aller et l'éclairage que l'homme ou la femme du chiffre peut donner à son client au travers de ce tableur Excel et des différents leviers que l'on peut mettre en place, qu'on vous a rappelé ce matin, certes brièvement, mais je pense que vous les avez notés. Et bien évidemment, on sera là pour répondre aux différentes questions aujourd'hui ou un peu plus tard, si il se faisait jour des besoins de compléments d'information à ce que nous avons indiqué. Je ne sais pas, Colette, si vous voulez, il y a des questions. Alors, on avait prévu, en fait, j'ai vu dans l'invitation qu'on avait prévu 2 heures. Nous, on part plutôt sur 1h30 avec des questions-réponses. Je pense que vous avez répondu à pas mal de questions. S'il y a quelques questions, bien entendu, on les prend. Si vous voulez rajouter un point ou un mot de conclusion, en attendant peut-être que les questions arrivent. Peut-être un petit point complémentaire, puisque ici la formation c'est pour les experts comptables, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la double casquette également commissaire aux comptes. Procédure d'alerte du commissaire aux comptes, en mandat ad hoc, elle n'est pas suspendue. En conciliation, par contre, elle est suspendue. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes n'a plus l'obligation de déclencher sa procédure d'alerte. Voilà, donc c'est un point qui est important. Après, je ne sais pas si… Moi, je vais rajouter, vas-y, mais… On a juste une question. Alors, nous sommes d'accord sur le fait que la procédure de conciliation ne permet pas d'obtenir des délais de paiement supérieurs à 2 ans. Ouais. Alors, ça dépend. Négocier, oui. Alors, négocier, si, parce que c'est du principe de la négociation. À la limite, on peut obtenir des délais beaucoup plus importants. Le président du tribunal a la possibilité d'imposer des délais. Effectivement, dans ce cas-là, si on est sur une demande de délai gracieuse auprès du président du tribunal, c'est 2 ans maximum. Après, sur les délais habituels qu'on peut obtenir, typiquement des créanciers sociaux et fiscaux, on va entre du 12, 24, 36, 48 mois. Après, délai long égale sûreté à donner, garantie. Voilà, est-ce qu'il y a des garanties qui sont susceptibles d'être accordées pour permettre d'avoir des délais plus longs? Tout à fait. Alors, en attendant que peut-être d'autres questions arrivent, je voulais aussi terminer mon propos au travers de la conciliation, sur la suite, parce qu'on vous a indiqué c'est 5 mois et après. Après, parfois, les créanciers imposent à ce qu'il y ait un suivi de cet accord. C'est-à-dire que l'accord porte sur des délais qui ont été octroyés. Si on pense que ce qui vient d'être indiqué, plus de 24 mois notamment de délais négociés. Souvent se pose la question des courts termes. Est-ce qu'on maintient les courts termes? Est-ce qu'on ne maintient pas les courts termes? Il y a les fameuses clauses de revoir que les banquiers aiment bien mettre dans les protocoles. C'est-à-dire que, OK, on a un prévisionnel, OK, on l'a challengé, OK, on a compris le discours du chef d'entreprise, de son conseil, le conciliateur a poussé dans le sens de la finalisation de cet accord. On arrive à un accord. Et c'est tout l'intérêt notamment des 5 mois, parce que ça presse tout le monde. Ça presse certes le dirigeant et les conciliateurs, mais ça presse aussi les créanciers qui savent exactement le timing. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? OK, vous nous avez indiqué que vous allez décrocher tel marché, que la trésorerie va se rétablir. On se revoit dans 6-12 mois. Et donc, partant de là, dans 12 mois, on veut revoir l'état actuel des choses et peut-être qu'on reparlera à ce moment-là des lignes de court terme. Parce que vous en aurez plus besoin et on voudra, parce qu'on est là aussi pour gérer notre risque, réduire notre coût, ou on voudra voir quels sont les résultats réalisés, le sort d'un procès, bref, plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc, on a dans ce cas-là, et pas uniquement dans ce cas-là, hein, mais en général, on va demander à ce qu'il y ait le conciliateur qui reste dans la course et qui change de casquette. Et dans ce cas-là, il va devenir mandataire à l'exécution de l'accord. C'est-à-dire que le président du tribunal de commerce, saisi de cet accord qui a été trouvé, signé par l'ensemble des créanciers, va constater qu'il y a un accord et va désigner le conciliateur, qui a donc une autre casquette, mais en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord, ce qui va nécessiter là aussi un suivi. Ce n'est pas obligatoire, hein, la loi ne le prévoit pas, donc, mais c'est un point à avoir à l'esprit.
vous qui devez faire un point complet à vos clients au moment où vous discutez de l'opportunité de cette procédure et de la globalité, puisque nécessairement, c'est une mission qui est facturée également. Donc, pour avoir une vision globale du dossier, il faut savoir qu'il y a l'ouverture de la procédure, le suivi de la procédure, les frais inhérents à la renégociation de certains contrats, et ensuite, si c'est imposé, il y aura un mandat à l'exécution de l'accord. Ceci a son importance et devait être, je pense, précisé dans une vision globale du dossier, avec de la part des professionnels que nous sommes, du pragmatisme. Et là aussi, ce n'est pas le même travail quand on suit un accord, ou lorsqu'on est conciliateur avec quelque chose qui est beaucoup plus récurrent, beaucoup plus prenant, avec des réunions à animer, à suivre et à challenger l'ensemble des partenaires pour arriver à un résultat. Le mandat à l'exécution de l'accord, c'est plus une mission de contrôle qui peut s'opérer sous forme de quelques heures par an et qui sont en général assez légers en termes de rémunération pour être compris dans mon propos. On a une petite question. Faut-il l'accord de l'ensemble des créanciers? Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'il faut une unanimité dans le cadre, je pense, d'une négociation? Alors, le principe, c'est plutôt effectivement l'unanimité, enfin, notamment des créanciers bancaires. Après, ça peut arriver qu'une banque ne suive pas. Alors, soit finalement, mais ça déroge un peu à la pratique de place, les autres banques acceptent de signer l'accord. Et la banque qui n'est pas signataire de l'accord, on peut lui imposer des délais confère les délais de grâce de 2 ans qui peuvent être imposés par le président du tribunal. Mais des fois, c'est pas suffisant. Enfin, ça marche bien si c'est un découvert qui a été dénoncé. C'est ça. Voilà. Mais si on est sur des crédits, un crédit moyen terme qui continue de s'amortir, pour porter 2 ans les échéances à payer, ça présente un intérêt limité. Et je parle même pas du crédit bailleur. Sauf à obtenir le report des échéances échues à échoir de 2 ans, c'est-à-dire on décale tous 2 ans, mais des fois, c'est pas suffisant. La possibilité, c'est si on a un accord plus global, on peut basculer ensuite sur une sauvegarde accélérée pour implémenter cet accord et le passer en force auprès des créanciers et l'imposer en fait aux créanciers qui n'ont pas donné leur accord sur cette restructuration. Bon, mais là, ça reste, c'est un peu l'arme nucléaire parce que voilà, on bascule quand même sur le registre d'une procédure collective. Et un petit mot, parce qu'on n'en a pas parlé, sauf erreur, du prépack cession. Donc, prépack cession, c'est la cession organisée l'entreprise dans le cadre du mandat et de la conciliation. Donc, il se fait en ayant consulté les créanciers sur le principe, c'est-à-dire que on se rend compte que de toute façon, une simple procédure de réaménagement des crédits ne sera pas suffisante et pour privilégier le maintien de l'entreprise et aussi le traitement des créanciers, c'est-à-dire le recouvrement de leurs créanciers sur l'entreprise. On anticipe une cession de l'entreprise dans le cadre confidentiel du mandat de conciliation, c'est-à-dire qu'on charge des candidats repreneurs dans cette procédure-là pour le cas échéant, l'implémenter directement en procédure collective, s'il faut arriver jusque-là, mais en ayant déjà des candidats repreneurs pas choisis, mais sous le coude à présenter au tribunal. Et là aussi, enfin bon, pour en parler un peu plus longuement, ça reste un régime très exceptionnel qui est à mettre en œuvre et qui est apprécié avec beaucoup de vigilance par les tribunaux. Ouais, donc le principe, en accord avec Vincent, le principe, c'est en général l'unanimité et c'est d'arriver, mais voilà, là, on n'est pas seul pour avoir l'unanimité, c'est-à-dire que les autres partenaires poussent aussi à la roue pour essayer de convaincre ceux qui seraient les plus récalcitrants ou les plus fermés. Donc, les autres créanciers mettent la pression, dans le bon sens du terme, aux partenaires autour de la table pour dire que c'est une condition nécessaire à leur accord eux-mêmes. Et tous les accords que nous recevons, c'est des clauses types en disant, sous réserve de votre maintien dans votre mission, sous réserve que l'ensemble des partenaires y consentent également lorsque nous faisons une demande, et sous réserve de la transmission d'un prévisionnel à jour conforme à ce qui a été présenté en réunion d'information. C'est vraiment quelque chose qui est assez normé. J'insiste peut-être encore un peu sur le fait que toutes ces négociations sont normées. Donc, si on n'a pas un prévisionnel, si on n'a pas un détail sur le charge d'exploitation, si on n'a pas une transparence sur la rémunération, les dividendes qui ont pu être versés par le passé, les montages avec les SCI, les holdings quand il y en a, tous ces éléments-là, c'est nous, notre savoir-faire, c'est de travailler avec vous pour vous dire voilà ce qu'il faut qu'on présente.
voilà ce qu'il faut qu'on présente pour que le dossier parte bien. Ce n'est pas un contrôle fiscal, ce n'est pas un contrôle de gestion, mais il faut savoir mettre quelques éléments en avant. Et ça, c'est notre savoir-faire, notre sensibilité aux uns et aux autres. Vous pouvez aller voir Vincent pour aller voir les autres confrères, il y en a une dizaine dans le coin. Et on n'aura pas tous la même manière de voir les choses, la même sensibilité. Et c'est normal, et c'est valable pour les experts comptables. Donc, j'insiste bien sur le fait que chacun a sa technique, chacun a sa stratégie. Il y en a qui sont plus va-t-en-guerre, il y en a qui sont plus dans la négo, il y en a plus qui est voilà, c'est brosse à reluire. Bon, c'est pas trop mon truc, mais ça peut arriver. Il y a de tout, tous ceux qui je fais rire Vincent, donc c'est déjà pas mal. Mais il y en a chacun qui aura sa façon de voir les choses. Moi, j'aime bien quand c'est punchy et qu'on avance. Après, peut-être que ça peut en fatiguer certains, ce que je comprends. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à nous. Non. Je vous merci donne rendez-vous. Est-ce que tout le monde est resté, Colette 15. Écoutez, je crois qu'il y a eu. Jusqu'à maintenant, j'ai mes 260 et quelques participants. Donc, merci à tous ces participants de nous avoir écoutés. Merci pour les questions. Je vous donne rendez-vous le 15 mars, où on parlera vraiment de la cessation des paiements et vous aurez la possibilité vraiment de poser toutes les questions que vous souhaiterez poser, puisque nos animateurs seront là pour y répondre. Merci infiniment. Très, très bonne journée à vous tous. Et voilà, je vois beaucoup de remerciements qui arrivent. Donc, messieurs, merci. Merci et rendez-vous le 15.